Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et ce week-end, c'était le plus grand week-end de catch de tous les temps. WrestleMania, baby! Oh oui, baby! Trop gros pour une seule nuit, trop gros pour une seule nuit. Et du coup, on divise, on scinde deux nuits. Et nous allons analyser la première nuit totalement folle que nous avons vécue toutes et toutes ensemble. Nous étions à Dallas, au Texas, pour cette 38e édition de WrestleMania en direct du AT&T Stadium. 2 heures de kick-off où il ne s'est rien passé. Pas de match cette année. Non. On se demande pourquoi USA Network tenait absolument à avoir 2 heures de pré-show, puisqu'on a juste vu défiler tout le gratin habituel des plateaux. Pour m'accompagner dans l'analyse du show le plus stupendous de l'univers, j'ai avec moi Tonton. Salut Tonton. Hola el patron, hola peuple de catch-up, the most stupendous review du catch-up game. Wouh, énormissime. Écoute, je suis ravi et puis je vais en profiter à fond de cette review de WrestleMania Night 1 en triple frite, baby. Et on met les petits plats dans les grands à catch-up. Voilà, il a fini la sieste une fois Et encore. Oui, il est à l'heure. Il est à l'heure, il est là avec nous pour analyser ce grand événement de lutte professionnelle. J'ai avec moi Papy. Salut Papy. Bonjour petits enfants, bonjour tonton, bonjour le patron, et oui, je suis réveillé, je suis en pleine forme. Ah! Messieurs, j'ai une question pour vous en parlant de réveiller, être en pleine forme. Est-ce que vous avez regardé tout ou partie du show en direct? Non. La nuit 1, oui. J'ai vu tout en direct. Papy, tu as regardé tout le show en direct du début jusqu'à la fin? Alors du début, effectivement, et le pré-show était interminable, les 2 heures de blabla, c'était... Franchement, j'aurais dû faire une sieste à la place. Ah là là, alors, je ne sais pas, tu es complètement décalé, tu as des horaires, il va falloir que tu nous envoies ton planning. Parce qu'entre les siestes et puis les shows en direct, je sais pas exactement quand est-ce que tu dors là. Ouais. Ah là, mais je suis pété de partout là. Bon, j'espère que tu vas tenir quand même suffisamment d'énergie là, pour cette grosse analyse. Ah oui, il dort, il s'endort. Il trouve le moyen de taper une sieste pendant une question quand même. Hein. Je suis là. Le mec s'endort, il fait des micro-siestes comme au volant. Non, bah attends. Happy anti-atemi, baby! Réveille-toi! C'est bon, Allez, je suis là. On attaque. De toute façon, pas de pré-show, pas de match à analyser en pré-show. On commence et on commence avec... Bam! Eh ben peut-être la première grosse question. Qu'est-ce qui s'est passé pour cet opener? Je suis pas certain que tout le monde aurait deviné l'opener de ce WrestleMania. On sait qu'on dit toujours ouais, l'opener c'est un petit peu l'autre main event de WrestleMania. Quand on peut pas être tout en haut en dernier et d'avoir le dernier match, on a la petite récompense. On se souvient l'année dernière, c'était le Bel Écossais. Ouais, ça avait fait plaisir à Tonton, c'est le Bel Écossais qui avait ouvert le show en public après la Covid Mania. Et là, cette année, c'est autre chose puisque la musique, l'entrée de Rick Boogs retentit. C'est bien Rick Boogs et Nakamura qui ouvrent le show. Alors, pas de problème, hein, Rick Boogs quand même hyper over auprès du public. Son petit gimmick fonctionne bien. Pat McAfee au commentaire pour la première fois à WrestleMania, si j'ai bien compris ce qu'a dit Michael Cole. Qui est chaud bouillant. L'entrée de Nakamura est suivie de l'entrée d'Uso pour un match ce soir pour le titre de champion par équipe. Mais accident, chute à l'arrière du peloton dès les 5 premières minutes de show, puisque on a la petite routine habituelle. C'est l'ancien champion intercontinental, hein, Nakamura qui commence les festivités en balançant des gros kicks. Les frangins Uso l'isolent dans un coin. Il commence à contrôler un petit peu le tempo du match avec un gros travail là en duo. Les babyface restent isolés jusqu'à ce qu'ils fassent le fameux hot tag, le tag chaud bouillant. Mais Boogs, après 2-3 manœuvres, tente de soulever les deux frangins et s'écroule.
il s'écroule, rupture des ligaments croisés, le ménisque est détruit, on ne reverra plus le guitariste électrique. C'est la fin pour les rêves de titre pour Nakamura et Rick Books, puisque Nakamura va finir tout simplement totalement isolé. Il va tenter un petit retour, un petit momentum, mais ça ne suffira pas. Il va se faire rouler dessus par les deux frangins Uso, qui lui placent le 1D pour la victoire. Alors là, messieurs, deux grosses news. Alors, première question, peut-être. Tonton, qu'est-ce que tu as pensé de ce choix pour l'opener? Qu'est-ce que tu as pensé de ce choix pour l'ouverture de WrestleMania? Sieste Tonton a aussi. disparu. Ah là là, il a sieste en direct de Tonton. Bon alors, papy, toi, tu dors pas, c'est pas possible. Non, je suis bien là, je suis bien là. Ah, j'ai le micro qui me fait n'importe quoi là. Vas-y papy, vas-y papy. Vas-y, du coup je démarre. Donc ouais, choix surprenant, moi je l'ai pas prévu. Je pensais vraiment que ça serait un des matchs féminins qui ferait l'opener. Je pense que la tactique c'était de se dire que Boogs avait une entrée un peu sympa avec son jeu au micro. Et puis que les matchs chaque team sont souvent assez vivants, donc ça permet de chauffer directement la foule. Et là, gros incident, c'est que Boogs se blesse et donc du coup tout ce magnifique plan tombe à l'eau. Et puis le match, je sais pas, ils l'ont fini comme ils pouvaient parce que j'imagine qu'ils avaient prévu bien plus de choses et notamment des grosses démonstrations de force de Boogs parce que quand ils se mettent le quadrille, là, c'est en essayant de soulever les deux Ouzo d'un coup. Et puis bah voilà, c'est terminé quoi. Là, il est parti pour un an dehors C'est ça. du ring. Et puis bah on se retrouve avec un opener raté, mais en même temps, la faute a pas de chance là, j'ai vraiment envie de dire. Ouais, on a droit à une ligament croisé en direct live en Mondiovision, c'était fantastique. Alors écoute, ouais, c'est ce que je disais alors que j'avais le micro coupé comme un glandu. C'était que, en remettant le contexte, quoi, le décorum, c'est-à-dire, tu vois le WrestleMania qui démarre avec les feux d'artifice, avec la musique au taquet, avec Cole et McAfee qui sont chauds bouillants. Toi, moi, j'étais déjà debout devant la télé, ça faisait déjà 30 secondes que ça avait commencé, donc je me suis dit aïe aïe aïe. Et j'attendais un autre match. J'attendais un autre match en fait en opener moi. Et j'en parlerai plus tard. Mais voilà. Et le fait que ça ne soit pas ce match-là et qu'on commence avec la tag team de SmackDown qui est quand même, je le rappelle au peuple de catch-up qui nous suit régulièrement, on se plaint souvent du niveau de la tag team division à SmackDown. Et du coup, ouais, c'était un petit peu anticlimatique pour moi sur l'instant. Et puis après, comme l'a bien dit, je ne sais plus le patron ou le papier anti-atémie, mais au final, Boogs a bien chauffé la foule avec son riff de guitare. On sentait que tout le monde était chaud, que c'était bon, qu'on était à WrestleMania et allez, on y va quoi. Et du coup, je me suis dit bon, allez, vas-y, on y va quoi. Et, et bim, bam, boum. Et 7 minutes de match quoi, 6 minutes 55 exactement. Et puis clac, ce ligament croisé, clac, 4 fois. Tellement le mec, il a combien de ligaments croisés? Ouais, plus l'épaule. Blam. La totale, quoi. Donc, le mec a fait le total package. Les Bloodline, par contre, les amis, on est heureux, hein, puisqu'on avait donné vainqueur à la Bloodline sur ce match. Donc, finalement, le scénario à ce niveau-là était respecté. Donc, victoire des Usos. Et, c'est toujours malheureux pour un catcheur professionnel de subir un accident comme ça. Je crois que dans notre carrière de suiveur, on en a vu souvent, hein, malheureusement, des blessures de catcheurs. Donc, c'est une qui vient s'accrocher à la collection. Ouais, effectivement, donc une blessure tout à fait legit, hein, vous confirmez, en direct de l'infirmerie de Stamford. Complètement. Il est cuit là. Il est cuit, carbonisé. Aïe, c'est dur. Effectivement, un peu comme toi, tonton, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, cet opener? Mais non. C'est pas, après tout le mal qu'on a dit de la division tag team, c'est pas possible. À SmackDown, c'est pas possible. Et puis, c'est vrai, quand tu vois l'ambiance, WrestleMania, c'est quand même autre chose. WrestleMania, je veux dire, même les mecs, les plus endormis de l'année, tu le mets à WrestleMania et tout est plus beau, tout est magique et t'as l'impression que tout le monde a sa place, évidemment. Mais évidemment, Rick Boogs. Carrément, on est dans la Big League, on est dans le Big Show de l'année, on est dans la finale de la Champions League, la NBA Finals, tu vois, le Super Bowl, quoi. Donc, tu te dis, allez, on y va avec la tag team de SmackDown et il faut que ça s'envoie, quoi. Et puis, malheureusement, il y a cet incident indépendant de la volonté de tout le monde, sauf des genoux de Rick Boogs. Et à l'insu de son plein gré. Mais effectivement, gros décorum, hein, la grosse étoile du Texas, avec des écrans géants, l'impression qu'ils sont de plus en plus géants. Tout est plus gros, tout est plus énorme au Texas. Mais eh bien, on enchaîne avec un autre match qui
aurait pu être aussi l'opener finalement, puisqu'on est à WrestleMania et n'importe quel match peut être un opener. C'est tout simplement le bel Irlandais, le magnifique Irlandais, le somptueux, le sublime Irlandais Drew McIntyre qui affronte... Oh là là, majesté, oh là là, alors là, la mini-molle à Stand and Deliver, c'était pour moi, mais là, le bel Irlandais concernant le psychopathe écossais, je dis non, patron. Le ligament du cerveau du patron, rupture. Et voilà. Ah là, c'est en direct. Je me suis emballé, je voulais dire tellement de belles choses sur Drew McIntyre que je me suis gouré sur sa nationalité. Il m'en voudra pas. C'est un Européen acharné comme vous et moi. Donc on va dire le bel Européen dorénavant. Ce sera le nouveau gimmick de Drew McIntyre. Il a affronté ce soir Happy Corbin accompagné de Madcap Moss qui, comme vous le savez, a donc gagné la bataille d'André le Géant la veille. Donc on a un duo très très fort qui arrive ce soir et les deux hommes vont se rentrer dedans très rapidement. Baron Corbin qui va ne pas se laisser faire, c'est quand même un ancien boxeur et puis il a une jolie moustache, après tout il n'y a pas de raison qu'il se laisse rouler dessus. Bon rythme entre les deux, même si voilà, on sait tous c'est un match qui ne va pas faire soulever les foules. La petite distraction de Madcap Moss qui va un petit peu coûter le momentum à son poteau, puisque McIntyre va pouvoir placer un énorme spinebuster et commencer son comeback. Et surtout, le match va connaître un événement. Cette fois-ci, ce n'est pas une rupture du quadri et des ligaments croisés en direct, c'est tout simplement le End of Days. La prise de finition d'Happy Corbin qui n'a jamais été contrée, qui a toujours été létale depuis son arrivée à NXT. Ça fait donc une bonne dizaine d'années, je serais tenté de dire. Ah ouais. Eh bien, ce soir, l'Écossais, l'Européen, Drew McIntyre, sans relève, à 2,56, j'ai chronométré 2,56, il s'est relevé, donc il n'a même pas été cherché à 2,99, 2,56. Finalement, ça a fait une petite piqûre de moustique, la end of day, et là, alors là, Happy Corbin, c'est le tournant du match. À partir de là, tout part en couille, et la Claymore Kick et va pulvériser le crâne du joyeux Corbin, qui va perdre son sourire au passage. Grosse victoire de Drew McIntyre qui est tellement en feu, tellement chaud bouillant, qu'il va sortir son épée, menacer Madcap Moss et tout simplement décapiter les cordes du ring. Alors à ce moment-là, je dis mais qu'est-ce qui se passe? On est au deuxième match, on est dans la low card et ils sont déjà en train de péter le ring. Incroyable mais vrai, le End of Day, c'est la fin de la fin des jours, tout simplement, papy. C'est la fin des temps, c'est terminé. Voilà, c'est à ça que ça servait finalement de garder le End of Day invincible pendant tant d'années. C'était pour pouvoir le contrer à Mania. C'est pour McIntyre, donc c'est bien, ça redonne un petit coup de boost à ce match-là qui sur le papier était un petit peu largement en dessous des autres même finalement. On est vraiment dans un début de Mania qui monte crescendo là, avec les deux plus petits matchs qui sont tout de suite mis à l'affiche. Et celui-là, finalement, il se regarde pas mal parce que se raconter est bien avec le End of Day qui est cassé. La fin avec l'épée, c'était pas. Mais bon, ça marche bien avec le public, voilà, quoi, pour les couples en direct. Donc, on va accepter ça. Mais sinon, le match était plutôt correct. Finalement, c'est une bonne surprise par rapport à ce qu'on craignait. Ça n'a pas été trop long. Ça a plutôt réussi à prendre le public avec lui. Donc globalement, satisfait de cette rencontre. Clairement, je suis satisfait aussi. Écoute, j'attendais pas énormément de ce match. Je l'avais dit à l'antenne de la preview. Mais par contre, j'espérais que ça allait pas trop être long. Et ça a été le cas. Ça a été un match de 8 minutes 39. C'était cool du coup, parce que c'était rythmé. Et puis effectivement, ce petit événement dans le match avec pour la première fois le End of Day kick out par un catcher. Et en l'occurrence, le bel homme. Donc c'était bien cool, j'ai trouvé que l'histoire collait bien. Évidemment, il y allait avoir les interventions de Madcap Moss et tout ça, mais ça n'a pas empêché
Drew McIntyre de pouvoir dérouler son catch, et il l'a déroulé vite, quoi, sur un match rapide. Donc du coup, avec ce magnifique ce saut de l'ange qu'il nous fait par-dessus la troisième corde là, mais quel spot énorme. Et derrière, comme tu l'as bien dit, quoi, le Spinebuster derrière, le Claymore, Country dans ta gueule à Happy Corbin. Et putain, qu'est-ce que c'était bon, quoi, c'était jouissif. Alors et puis le coup de l'épée, bon, c'était sympa. Moi, je suis pas super impressed par ce genre de truc, mais voilà, pour finir un peu le truc sur un truc, on va dire un peu animal, et ben le psychopathe écossais reçoit une belle ovation de la foule. Donc c'était super cool. C'était impeccable pour moi. Mission accomplished. Ouais, tu l'as dit, un McIntyre qui se sacrifie pour le bien de ce match de low card avec effectivement ce saut là par-dessus la troisième corde où il atterrit sur Happy Corbin et Madcap. On a eu quelques beaux moves, hein, le Deep Six de Corbin qui est toujours assez impressionnant. J'adore quand il fait sa petite sortie là, du ring là, qui fait tout le tour du poteau, même si ça ne passe plus, à chaque fois il revient, il se fait cueillir à la fraîche. Et puis effectivement, ce End of Days qui est tout simplement contré là, pour la première fois. C'est un événement. C'est un événement dans ce match de low card. On enchaîne avec... On va monter crescendo. C'est peut-être quasiment quelque chose d'assez inédit, presque dans un pay-per-view de la WWE. On a l'impression qu'on monte vraiment crescendo à chaque fois, avec des matchs de plus en plus longs, de plus en plus intenses, et avec des enjeux de plus en plus forts. Le Miz et Logan Paul, aujourd'hui, affrontent Dominic et Rey Mysterio. Grosse entrée de la Mysterio Family, habillé super, toujours des costumes assez incroyables pour Rey, qui arbore les couleurs du drapeau mexicain. Le fiston, lui, il arbore les couleurs du drapeau américain. On fait plaisir à tout le monde. Faites tomber les murs. De l'autre côté, c'est le Miz et Logan Paul qui sont également assortis. Logan Paul qui arrive, mais alors complètement ridicule. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Il a joué la carte à fond avec son bandana là, de ninja, un peu comme le Miz il avait. Et puis surtout, un détail qui n'aura échappé à personne, cette carte Pokémon qu'il a en collier autour du cou. Messieurs, c'est tout simplement la carte Pokémon la plus chère du monde. Elle coûtait des millions, je ne sais pas le prix. Peut-être que vous avez vérifié le prix de cette carte Pokémon, mais visiblement, c'est un sacré investissement là qui a été fait à Logan Paul et qui donc arrive complètement ridicule, mais parfaitement assorti avec le Miz. Le match, écoutez, étonnamment bon avec un Logan Paul qui est allé à la salle, un Logan Paul qui s'est donné à 100%. Je crois que le Miz est tout simplement le meilleur coach qu'on puisse avoir quand on n'est pas catcheur et qu'on a un match de catch à WrestleMania. Il a eu pas mal de moments quand même. Alors le cardio c'était difficile, à la fin il en pouvait plus, il tirait la langue, il était rapidement tout blanc. C'est le Miz et Rey Mysterio qui ont commencé les hostilités. Quelques petites distractions à droite à gauche qui permettent au Miz de prendre le contrôle. Dominic est isolé tout simplement avec tout simplement plusieurs distractions qui ont été faites. Logan Paul qui fait la petite provocation, l'énorme provocation en faisant les moves d'Eddie Guerrero à 2 reprises. La première fois il fait le petit taunt là du haut du turnbuckle. Alors il le fait moins bien. Il ligote juste comme un asticot. Il a pas compris qu'il fallait bomber le torse. Et puis surtout les Free Amigos souplesses qui sont passés par Logan Paul. Et là c'est la grosse hit. La foule déteste voir Logan Paul faire ce clin d'œil à Eddie. Rey Mysterio vont ensuite se venger. Ils vont placer le fameux double 619 et le double Frog Splash. Et là, à ce moment-là, on se dit c'est terminé. Ça correspond exactement au pari qu'on a fait. On se plante jamais dans les paris à Catch Up. Même si on parie pas la même chose, on a toujours tous raison. C'est assez incroyable. Et là, non, le Miz intervient. Et il casse le tombé. Il fait un blind tag. Et surtout, il place son finisher sur Rey Mysterio, le Skull Crushing Finally, et la victoire improbable de Logan Paul
et le Miz, les A-listers, et c'est pas fini, puisque le Miz attaque Logan Paul, et il lui place aussi son Skull Crushing Finally, le pauvre Logan Paul qui était en train de revoir à peine la lumière du jour, il était blanc comme un linge, et là, la full pop, on sait pas trop qui va être vraiment gentil dans cette histoire, et une fin assez surprenante, mon bon tonton, on l'avait pas forcément vu venir celle-là. Le Skull Crushing Finale, j'avoue que non, je l'avais pas vu venir sur Logan Paul, quoi. Je pensais pas du tout que ça allait se terminer comme ça. En plus, comme tu l'as dit, avec une telle entente et alchimie finalement entre le Miz et Logan Paul, que ça soit à travers les gears, et puis même à travers dans le ring. Moi, écoute, moi c'est encore une fois une bonne surprise ce match. Je m'attendais à la victoire du Miz, du Guest et tout. On a eu un match de 11 minutes 16, donc pareil, pas un match super long. Avec des papas et fistons qui étaient au taquet. Et avec pareil, les tenues. Alors là, les tenues de Dominique, il y avait peut-être même un peu trop de franges et de lanières et tout. C'était un peu compliqué, quoi. Mais j'ai trouvé, c'était assez extraordinaire comment ils étaient. Voilà, le fiston, vraiment, lui qui est né aux États-Unis, le papa avec les racines mexicaines et tout ça. Enfin, moi, je trouvais qu'il y avait plein de petits détails en fait, comme très très souvent avec El God Rere, parce que voilà, c'est toujours comme ça avec lui sur ses costumes, mais c'est toujours formidable à WrestleMania. Et puis de l'autre côté, moi je vais vous dire, je sais pas, mais moi j'ai eu une très bonne impression de Logan Paul sur ce qu'il a fait dans le ring. J'avais gardé un souvenir beaucoup plus mitigé face à Zayn. Et là, le mec m'a assez agréablement surpris. Alors je pense que c'est largement dû au taf du Miz, qui a fait un super combat. Moi j'ai trouvé le Miz super bon. En fait, je trouve que le Miz, il se bonifie avec l'âge entre les cordes. C'était souvent une de ses faiblesses, et je trouve que maintenant ça commence à devenir... on y pense de moins en... Enfin en tout cas, moi j'y pense de moins en moins, quoi. Je l'ai trouvé un peu en mode ring général par moments, The Miz. Et quand il est comme ça, du coup, ça sort un bon match. Enfin, en tout cas, à mes yeux, un bon match. Et j'ai pas vu le temps passer. Ça s'est terminé, ce finish. Et puis la petite surprise, le petit truc supplémentaire avec ce petit Skull Crushing Family dans ta face. Pourquoi pas, allons-y. Et allons-y gaiement même. Donc merci The Miz et puis merci aux 4 acteurs de ce match. Happy, qu'as-tu pensé de la prestation du plus grand chasseur de cartes Pokémon du monde? Il m'a épaté, effectivement. Je pensais vraiment que ça serait le point faible de ce WrestleMania. Oui. Vu la retoute pourrie qu'il avait fait en étant tout le temps à côté dans les segments micro, tout ça. Alors peut-être finalement qu'il faisait exprès d'être complètement con ou d'être complètement à côté. On le saura jamais. Mais il a plutôt assuré. J'étais épaté par son in-ring. Il a fait en même temps, on sait que physiquement c'est comme pas le Pékin du coin là. Le gars, il a quand même fait des matchs de boxe et tout, donc c'est pas non plus un débutant au niveau physique, mais il a vraiment bien assuré. Il a eu en plus de la psychologie euh, en tauntant comme pas possible. Le public le crachait dessus, c'était terrible. Les autres ont plutôt bien assuré aussi. Dominique, j'ai pas vu trop ses faiblesses pour une fois, donc je considère qu'il a fait un bon match. Et Miz et Mysterio ont plutôt bien assuré, bien drivé le match comme il fallait. Le match, franchement, se regardait vraiment bien. Il était vraiment plaisant. Le skull crushing final là, sur Logan Paul, je suis pas sûr de comprendre trop l'intérêt, mais bon. En tout cas, ça fait du coup le Miz a pu fêter un peu le truc avec le public, ça lui faisait plaisir. Ouais, Je pense c'est que vrai que c'était c'était un petit sympa, mais c'était bonus, assez quoi. surprenant. C'est assez Voilà, surprenant. c'était pas, pour le coup, il n'y avait pas trop de sens par rapport au reste, mais c'est un moment sympa quand même pour le public et pour le Muse. Donc, on va le prendre comme ça, là. En tout cas, on continue. Alors, on vient, comme tu le disais, on monte en puissance, on sort des matchs un peu pièges, finalement, de ce WrestleMania où on craignait le pire et à chaque fois, on a une bonne surprise. Donc là, on est vraiment bien lancé, là. Ouais, on monte crescendo avec pas mal de surprises finalement pour diverses raisons. Là, pour ces 3 premiers matchs, évidemment, Logan Paul, c'est l'excellente surprise. Enfin, clairement, il nous a bien caché son jeu. Là, il avait tout gardé pour WrestleMania, le mec, parce qu'il était totalement invisible, totalement hors tempo pendant la construction de ce match sur la carte. Et là, ce soir, il nous a prouvé que le mec, il était prêt. Fallait juste lui mettre sa petite carte Pokémon autour du cou, peut-être là où il tirait sa motivation et ses pouvoirs. Et puis, il a tout simplement assuré à la fin. Bon, à la fin, il était mort, il était complètement claqué. C'était un zombie, il était tout blanc. Je suis assez surpris par le finish, mais c'est très très bien parce que visiblement, on va peut-être continuer
avec ces deux équipes qui n'avaient peut-être pas pu, enfin, pas forcément d'autres programmes, en tout cas, un programme entre le Miz et Logan Paul. Alors, moi, j'étais un petit peu surpris. Je trouve effectivement que ça n'avait presque, on aurait pu faire ça, évidemment, dans un weekly, cette trahison du Miz et sur Logan Paul, parce que du coup sur la fin on savait pas trop est-ce que c'était bien ou pas bien, parce que c'est comme deux heels qui s'attaquent sans qu'il y ait particulièrement de raison. Alors à part que Logan Paul n'était pas intervenu pour sauver les fesses du Miz lors du Go Home Show. Bon, c'était un petit peu léger, mais globalement une bonne surprise pour un match dont on se disait bon, on va sera peut-être la pause pipi, sera peut-être le coup d'accélération, mais finalement voilà, 11 minutes bien solide. On a Stephanie McMahon, la CBO, la Chief Brand Officer, qui arrive voilà, sur du Viva, et puis des bouts, des U, on ne sait plus trop si on est content ou pas de la voir, mais si on est quand même content de voir Stephanie McMahon, et on nous introduit pour la 15 millième fois, voilà, peut-être l'introduction de trop, que sais-je, vous allez me dire ce que vous en avez pensé, de Gable Stevenson, le médaillé olympique qui a été drafté à Raw, à SmackDown, à NXT, il est partout et nulle part à la fois. Et on le verra bientôt, qui veut dire qu'on le verra peut-être pas, je ne sais pas. Si vous avez quelque chose à dire, tonton, Oui. qu'est-ce que c'est que ça, là Gable Stevenson J'ai bon. quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire sur Gable Stevenson parce que malgré tout, il est annoncé comme ça un peu. Il avait déjà effectivement été annoncé à la draft. Et là, on nous remet le garçon pour WrestleMania, là, pour lancer son arrivée à la WWE, puisque ça y est, il a définitivement raccroché les bottes du côté de la lutte amateur, et pas n'importe comment, puisqu'il vient de faire un truc historique, c'est qu'il vient d'enchaîner un back-to-back du titre NCAA, en sachant qu'entre les deux prises de titre, il a été champion olympique poids lourd aux derniers Jeux olympiques. Et donc ce garçon est très jeune en plus, est très jeune, c'est un espèce de phénomène de jeunesse là. Et donc c'est assez incroyable. Et il avait été annoncé à la draft, en fait, ça avait été un espèce de une petite manipulation de la part de la WWE, quoi, parce qu'il savait tout à fait qu'il allait rester encore un an à rester sur le circuit universitaire, parce qu'il voulait justement envisager ce back-to-back historique. Et même Brock Lesnar ne l'a pas réalisé. Donc, et en même temps, et en plus, Brock Lesnar n'a jamais été champion olympique, ça c'est d'autant plus fort. Donc vraiment, ce garçon, il va falloir le suivre. À mon avis, il est bien sûr hyper green. Attention, il n'a strictement aucune expérience de la lutte professionnelle. Là, on parle d'autre chose. C'est un gabarit moyen en termes de taille, parce qu'il fait 1m85, mais il pèse quand même 120 kilos. Il a 22 ans. Et on va le suivre, les amis. On va forcément le suivre, puisque je pense qu'on va en bouffer du Gable Stevenson. Le match qui a suivi, celui-là, peut-être qu'il aurait pu faire l'opener. Peut-être qu'il aurait même pu faire le main event, puisqu'on a eu droit à un bijou tout simplement, entre la championne Becky Lynch et Bianca Belair. Tu parlais de back-to-back. La grande question, est-ce que Bianca Belair allait inscrire son nom dans l'histoire du catch en remportant le titre, enfin les deux titres, de devenir championne du monde à 2 WrestleMania de suite? Eh bien, la réponse, je vais bientôt vous la donner. On a eu droit à des entrées énormes. Probablement les 2 meilleures entrées de la soirée. C'était ça, WrestleMania. Simplement, Becky Lynch est arrivée dans une belle voiture blanche avec le chauffeur, Portier, dans une magnifique tenue électro des années 80 avec sa nouvelle coupe effilée. On est vraiment dans une... on a sorti là, elle s'est piochée dans son vestiaire là, des années 80, tous ces groupes d'électropop. Elle est maquillée, motivée, Becky Lynch. Et puis derrière, l'entrée en fanfare de Bianca Belair, puisque la fanfare de l'université de Texas débarque avec tambours et trompettes pour un remake de son theme song à Bianca Belair, qui elle arrive aussi là magnifiquement habillée. Elles ont toutes les deux été piochées dans leur vestiaire, des sacrées tenues. Bianca Belair qui débarque sous les vivas de la foule. Becky Lynch est pareil, on adore ces deux filles. Les filles prennent un petit peu leur temps, le public est en folie, le match va commencer.
Bianca Belair offre sa main à Becky Lynch qui la refuse. Et c'est parti, ding ding ding, pour le combat qui commence avec les filles qui s'agrippent. La IST qui échappe rapidement. Oui, on nous refait. Oh là 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 là. On nous tease tout simplement un remake du SummerSlam avec Becky Lynch qui a tenté de placer son slam comme elle l'avait fait justement à SummerSlam, mais cette fois-ci ça ne passe pas. Bianca Belair se faufile, elle s'en échappe, mais paf, elle retombe dedans. Et là on se dit mais c'est pas possible. 1, 2, et non, elle se sauve. Je crois que là tout le monde a eu le cœur qui a fait un énorme bond là, dans cette première minute de match qui va ensuite commencer. Becky Lynch qui se fait prendre dans sa prise de soumission. On est dans la provoque, là, on est dans la psychologie entre ces deux filles qui se détestent. Mais évidemment, elle ne va pas abandonner de sitôt, hein, la belle Irlandaise, puisqu'elle n'est pas écossaise, mon bon tonton. Elle prend, voilà, la grosse baston commence. Big Time Bex qui envoie Bianca Belair dans les escaliers de fer. Après avoir placé un énorme 450 splash du haut de la deuxième corde seulement. Donc, Bianca Belair, elle n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour faire des galipettes. Bianca Belair, donc, qui balance, qui écrase, qui se bouffe le fameux slam, le manhandle slam de Becky Lynch sur les escaliers. Elle bouffe les escaliers ce soir. Là, c'est très, très, très dur pour la pauvre Bianca Belair. La baston continue. La IST qui va finir par enfin placer son KOD après des échanges assez incroyables là, de momentum sur la fin. Et donc la victoire jusqu'au bout de Bianca Belair, qui en plus s'était pris un énorme coup de pied. Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle est blessée, elle s'était pris un énorme coup de talon après un saut depuis le turnbuckle de l'Irlandaise. Mais elle a réussi à reprendre le dessus et à la fin à placer son KOD pour la victoire. Tonton, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le main event de WrestleMania. On aurait pu éteindre notre télé là après ce match incroyable. Off the TV, cut off the TV, arrêtez tout, instant classique féminin, 5 étoiles. C'était fantastique de la première seconde de l'entrée de la première catcheuse jusqu'à la dernière seconde et la dernière image sur le sourire de Bianca Belair et la ceinture. Écoutez, bon, je vais pas vous raconter toute ma vie, Pablo le catch-up, mais j'avais une compagnie féminine avec moi qui a regardé les 4 premiers matchs. Et alors d'ailleurs, j'ai oublié de parler de ça, mais pour la première fois, j'ai entendu quelqu'un dire du bien de Happy Corbin. J'ai complètement oublié de le signaler tout à l'heure. Mais qui m'a dit, ah, mais il est pas mal, lui. Je lui dis, mais le bel homme, il est pas beau, le bel homme. Oh, bof. Oh, il a un beau torse, mais sinon, bof. Ah, par contre, celui avec la chemise à fleurs, il est pas mal, quoi. Donc, je me suis liquéfié dans mon fauteuil et j'ai dit, puisque c'est comme ça la moitié de WrestleMania, le reste, je vais aller le regarder tout seul. T'as raison. Mais la magie est arrivée, la grâce est arrivée, et il y a eu ce match féminin totalement fantastique, quoi. Écoutez, de A à Z, quoi, l'entrée de Bianca Belair avec la fanfare et tout, l'entrée de Big Time Bex avec son gear incroyable. Enfin, j'ai tout trouvé fantastique, quoi. Et puis après le combat, mais le niveau du combat, mais c'était quelque chose. Le plus beau combat féminin des 5 dernières années, peut-être. Je sais pas, un match de 20 minutes. Enfin, c'était fantastique, quoi. Je veux pas du tout refaire du play-by-play. J'étais dans l'émotion à fond. J'ai bien cru que Becky allait gagner. Voilà, moi j'ai marché dedans carrément, hein, parce que de toute façon pour moi c'était un match qui était blindé de suspense. Et du coup, j'ai bien cru que Becky allait gagner. Au bout d'un moment, on la sent bien amochée, etc. Et donc, du coup, la chère Claudia qui m'accompagnait sur ce début de WrestleMania, quand elle a vu ça, elle a dit mais c'est fou ce qu'elles font ces deux filles, quoi. Et j'ai dit et en fait, elle me dit mais ça va trop vite. Et souvent, les gens qui n'ont pas l'habitude de regarder du catch et qui voient ça d'un peu de loin, justement, ils reprochent un peu la lenteur et le fait que t'as vu là tout le temps qu'il met, etc., quoi. Et là, justement, elle trouvait que c'était incroyable à quel point les deux nanas allaient super vite. Alors pour la petite anecdote, pour terminer là-dessus, elle a regardé juste le début parce qu'en fait elle était super déçue parce que la seule chose qu'elle voulait voir de WrestleMania c'était Roman Reigns. Et ça, je lui ai dit pas de chance, ça sera pour la nuit 2.
Il faudra attendre. Ah, il Donc, est fort tonton. Ah, c'est dommage, tu vas devoir rester avec moi tout ce week-end. Exactement, t'as vu ça un peu, le filou, le tonton ketchup. Et du coup, voilà, elle est restée avec moi sur ce match-là. Et bah écoute, c'est une non-pratiquante du catch et elle a été archi emballée par le match, quoi. Emballée par le décorum, tu vois. Bon, déjà, elle l'était depuis le début du show, quoi. Mais là, vraiment, elle a trouvé que pour les filles, la fanfare et tout ça, elle a trouvé ça incroyable. Mais elle m'a dit, mais c'est comme ça toutes les semaines. J'ai dit, mais ah bah oui, ah bah oui, ils envoient le pâté tout le temps à la WWE, même s'ils sont dans une salle de 2000 personnes, c'est pareil. J'aurais Comment dû lui faire? dire, si tu veux le savoir, reviens demain soir. Et voilà, exactement. Et du coup, gros kiff intégral, vraiment super match. C'était génial. C'était un 5 étoiles. Tu l'as justement dit, mon patron. Voilà, c'était un match, c'était le main event. On aurait pu couper la télé derrière ça. Oh, papy, toi qui es un pratiquant du catch, par contre, est-ce que tu aurais pu couper la télé après ce match? Ouais, clairement. Bah, c'était le match que j'attendais le plus en plus. Donc moi j'étais là jusque-là, on avait passé que des matchs que j'attendais pas trop, et puis d'un coup, boum, on tombe sur celui que j'attends le plus. Donc on n'est plus du tout dans la graduation en termes de momentum. Là, on est passé directement au top d'un coup. Et puis bah, les filles, elles ont assuré de bout en bout en fait, effectivement des entrées qui étaient les plus belles de WrestleMania de la nuit 1. Et et toute l'intensité était dans le ring. Ça a pas, il n'y a pas un moment où c'est retombé. Il y a eu des moments où effectivement elles se sont tellement données que j'ai eu un peu peur. T'en parlais là, le saut périlleux de Becky qui retombe le talon dans la pommette de Bianca. J'ai dit, oh purée, elle va lui éclater la pommette, mais non, il y avait que dalle. Elles se sont remises et puis t'as tous les clins d'œil, le démarrage où t'as le clin d'œil avec SummerSlam, la suite, les finishes qui passent, qui s'évitent, qui se réévitent, qui se réévitent, et puis bah à la fin c'est effectivement assez intense avec le splash de Bianca sur Becky où elle arrive quand même à se relever, puis au moment où tu penses que peut-être que c'est Becky qui va reprendre le dessus, elle arrive quand même à placer son KOD, Bianca, et elle gagne dans une pop monstrueuse. Là, ça m'a rappelé vraiment Ah ouais. les Oh plus là là grands là trucs là. là, franchement, Bianca, moi je suis peut-être pas neutre parce que c'est ma chouchoute depuis un an. Et là, je trouve qu'elle cartonne complètement. L'entrée, ça m'a fait penser à du John Cena là, avec les trompettes et tout le bordel. C'était monstrueux. Puis là, ces deux filles-là, elles sont tellement au-dessus du game. Là, j'ai l'impression qu'avec ces deux-là, ils peuvent construire pendant des années de main event sans souci, quoi. Ouais, c'était grandiose. C'était tout simplement, voilà, à la hauteur de l'événement, peut-être même encore plus, parce qu'elles ont vraiment mis là, à ce moment-là, elles ont mis le niveau, la barre très très haute. C'est effectivement, probablement, pour beaucoup, ça va probablement être le match de la soirée. Entre les entrées, tu l'as dit, on est monté de 5 crans là d'un coup. Ouais. Oh, le cœur là, le cardio ouais. à 180, t'étais sur la fin, les 2 dernières minutes de match là, il y avait une telle intensité, le public mettait mais tellement au taquet, Ouais. c'était fou quoi. Et puis tout là, le visage des deux filles quoi, vraiment hyper expressif, toujours vraiment toujours dans le truc. Et de temps en temps, elles se parlaient, alors tu vois, toujours la chère Claudia qui me disait mais elles se disent quoi? Et j'ai dit ouais là, tu vois, elles se passent des cons. Enfin, c'est en même temps l'explication. C'était assez étrange parce que j'étais tellement à fond dans le truc. Et en même temps, j'expliquais à cette chère Claudia comment les petits trucs du catch, tu vois. Et c'était incroyable, quoi. Mais quel match de folie. Alors là, voilà un match que j'attendais énormément et qui a été encore au-delà de ce que j'attendais, quoi. Ouais, c'était assez incroyable. Et puis, vraiment, là, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est on voit il y a un an, Bianca Belair, elle se retrouve en main event avec Sasha Banks. Il y a l'émotion, les deux filles sont submergées par l'événement. Un an plus tard, boum, on la remet dans presque les mêmes conditions. Elle se retrouve à faire le main event non officiel de WrestleMania, de la première nuit de WrestleMania. Mais là, cette fois-ci, il y a de l'émotion, mais elle reste dans le personnage, il y a l'intensité. Et on voit qu'en un an, elle a réussi en plus à monter, à step up dans son jeu une fois de plus, parce que finalement, affronter Becky Lynch, c'est quand même un cran au-dessus qu'affronter Sasha Banks. Et elles ont toutes les deux largement délivré la marchandise. Elles sont au top de leur game. Aujourd'hui, tu construis ta division féminine avec ces deux filles-là. Et ben, pour répondre à la question qu'on s'était posée, oui, Bianca Belair fait le back-to-back. Et voilà.
back Et to voilà. back. Et ça c'est inscrit dans les livres pour l'éternité. Ah, mais là, c'est Hall of Fame, baby. Tu vois, c'est fantastique ce qu'elle vient de faire. Si tu prends le parcours de Bianca Belair dans son arrivée dans le main roster, dans la Champions League, elle est arrivée en janvier 2021 et depuis, cette fille, c'est un bulldozer et tout en ayant eu de l'adversité parce que c'est pas simple. Elle a construit tout son truc et en ayant cette fameuse défaite humiliante de 26 secondes à SummerSlam. Et je trouve que là, la WWE, elle a fait un super taf pour voilà comment on construit un personnage. Alors elle a le talent, hein, cette fille, hein, elle a tout, hein, quoi. C'est elle qui fait elle-même ses costumes, elle a l'athlétisme, elle a tout, quoi, tout. Elle a le total package et elle a une némésis qui est génialissime dans la personne de Becky, quoi, parce que on a un petit pincement au cœur pour Becky à la fin quand même, quoi, parce que elle s'efface complètement et puis bah, voilà, la reine de la soirée, c'est Bianca, quoi. Mais c'est fantastique, quoi. Mais du catch féminin, mais au top. Mais comme j'adore, moi je voudrais des pay-per-view entiers de catch féminin de cette qualité-là, quoi. Ah bah, ils l'avaient fait, ils l'ont fait qu'une fois. Ils l'ont fait qu'une seule fois, malheureusement. Mais moi, je vote pour qu'ils refassent que Evolution ait le droit à son édition annuelle. Parce que quand je vois un niveau pareil, je me dis, ah, mais c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. On est trop gâtés, là, en tant que fan de catch, là, par les femmes, là. Donc vraiment, vraiment bravo, bravo, bravo et des bisous. Des bisous, voilà, que de l'amour pour ces deux filles, donc Becky Lynch et Bianca Belair, qui nous ont offert un grand spectacle. Et on enchaîne avec le mystère de la soirée, qui va enfin trouver sa réponse, sa solution. Qui va on reprend un shot. On reprend un shot. Ah, c'est reparti, mon kiki. Puis sort la tequila. Allez, voilà, vas-y, verse-nous. Voilà, on n'est plus là, on est au comptoir du catch, au comptoir de catch-up dans les studios. C'est n'importe quoi cette review. Papy le barman, allez, une tournée supplémentaire, c'est reparti, patron, envoie. Alors, qui donc va affronter Seth freaking Rollins Attends, c'est la tournée du patron là. La tournée du patron. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, je sais pas, je dis c'est la tournée du patron la tequila là. Ah oui, bien sûr, oui, mais t'inquiète pas, bah, je rince. Ah, ok. Ah, ouf. Non, mais qu'est-ce qui. Ouais, d'accord, non, oui, pas de problème, on verra ça. J'ai un comptable, je connais quelqu'un qui bosse dans la comptabilité qui fera un petit plaisir de faire des notes de frais, Bon, ce mystère, on en parle ou on n'en parle pas? On y va à fond. Ah, voilà, alors. Mais Monsieur McMahon nous a promis qu'il trouverait un adversaire pour Seth freaking Rollins. Il suffisait d'aller le voir et lui demander un match. C'est très simple, d'avoir ta place à WrestleMania. Et donc, on s'est dit, bon voilà, il y avait des noms, il y avait des rumeurs, certaines plus grosses que d'autres, et on attend, et c'est très long. Seth freaking Rollins, il est entré lui aussi, d'ailleurs, il est entré aussi avec, j'ai trouvé ça, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouvais ça assez cheap, l'entrée de Seth freaking Rollins. J'étais un petit peu déçu. Après, difficile de passer après l'entrée des filles, mais qu'est-ce que c'est que c'était là, ces chœurs en fin de soirée, là, où tout le monde est déguisé n'importe comment. Là, je me suis dit, il va rentrer avec du Michel Sardou. Les mecs étaient habillés en violet et des gros chapeaux, c'était assez ridicule. Alors on sait que Rollins est toujours dans la décadence, l'excès et tout. Mais franchement, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais l'entrée était un peu cheap, j'ai trouvé, de Seth Rollins. C'est vrai que c'était pas... Ouais, ils étaient pas nombreux en plus. Ils étaient pas nombreux, habillés n'importe comment. Et même Rollins, il n'y avait pas non plus une tenue qui sort de l'ordinaire par rapport à d'habitude, quoi. Donc c'est vrai que ça faisait typos en fait, hein, carrément. Ouais, bon, voilà. Je confirme que c'était certainement l'entrée la plus laide de la soirée, quoi. Je sais pas d'où ça sort, ces mecs, en fait. D'où ils sortaient, on avait l'impression que c'était tous ceux de la fanfare qui avaient été boire des coups et qui étaient revenus, tu sais, un peu plus tard. Ils étaient complètement tanchés, ils avaient les chapeaux en plastique et les grosses lunettes. Bon, on attend, et cette freaking Rollins, il s'impatiente. Et là, tout d'un coup, les lumières s'éteignent. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? On s'attend un peu tout, hein. On passe par toutes sortes d'émotions. Eh bien, le mystère n'est pas si mystérieux que ça, parce que une musique très connue des suiveurs de la AEW retentit. Et ouais, le theme song Kingdom, c'est ça qui s'appelle, je crois, le theme song de Cody Rhodes retentit. L'American Nightmare, le cauchemar américain. Cody Rhodes débarque avec son entrée, une entrée donc très connue de la AEW. Il est le Cody Rhodes de la AEW qui revient à la WWE sous une pop stratosphérique également. Alors, moi, ça me fait pas, voilà, ni chaud ni froid, à dire. Cody Rhodes, j'étais
voilà, on pensait que ce serait Hornswoggle, alors forcément que t'es déçu quand La déception. normal. Eh ouais, oui, c'est- oui, oui, oui. Eh ouais, tu perds un point au prono et tout, donc c'est pas cool, quoi. C'est dur, c'est dur. Eh Du ouais, coup, c'est une grosse t'as claque. envie de le détester, Cody Rhodes. Mais bon, l'entrée est quand même assez fabuleuse. Le Oh. public est au taquet. C'est assez grandiose. C'est vrai que l'histoire qui va se... Trajectoire là. Ah oui, l'histoire à raconter est assez incroyable, hein. Le mec revient. Et surtout, voilà, le match va commencer. Seth Rollins, lui, il a pas l'air de trop apprécier, hein, ce Cody Rhodes qui revient là. Il était très bien, il était très bien en Ligue 2, en Ligue 3, il n'y a pas de souci. Alors, l'American Nightmare qui va prendre le contrôle des premières minutes, hein, et qui va nous faire un petit festival show-off. Alors, il nous fait aussi des petits clins d'œil, et ça j'ai beaucoup aimé, des petits clins d'œil à ses anciens gimmicks, à son passé, à la WWE. J'en ai repéré quelques-uns, peut-être que vous en avez repéré d'autres. Et les plus obvious étant le moment où il fait sa petite roulade, hein, la grande époque évidemment où il était notamment avec Damien Sandow, et puis il nous fait le petit Stardust, voilà la petite pause, et donc le message est simple, le message est clair, ça c'est du passé, on efface le passé et il revient en étant lui-même finalement, hein. C'est ce qu'il dira un petit peu plus tard en interview post-match, enfin c'était dans un Media Scrum là comme ils font des fois après les pay-per-view. Il revient en tant que Cody Rhodes, le fils de Dusty. D'ailleurs, il aura un petit clin d'œil beaucoup plus tard dans le match où il va nous enchaîner les coups de poing du paternel et la descente du coude. Oui. Mais ça, oui, ça, et là, alors, le public exulte, hein. On est vraiment là dans la lignée. Voilà, on est dans. C'est quand même les Roses, bordel de merde. C'est pas n'importe qui. Alors, il joue avec le public. C'est un gros match. Et finalement. Vous allez me dire ce que vous en avez pensé, mais autant le début et la fin du match étaient très vivants en termes de storyline, de storytelling, autant au milieu, on est un petit peu parti en apnée, et on a eu 5-10 minutes, tonton tu nous donneras le chrono, mais on a eu voilà, un gros cœur de match qui était de la technique pure, hein, avec des échanges, des contres assez incroyables, Cody Rhodes qui nous rappelle un peu aussi tout son moveset, Seth Rollins qui est en face, pareil, mais on était vraiment en apnée, il n'y avait pas beaucoup d'interactions entre les deux, pas beaucoup de choses qui se disaient, toi, on était toujours pris un peu par le retour de Cody Rhodes, peut-être que finalement le retour de Cody Rhodes se suffisait à lui-même, mais vraiment on est entré dans une espèce de bulle pendant ce match-là, et voilà, il s'enchaîne tous les moves, le crossroad déplacé, une fois, deux fois, trois fois, 1000 fois, des grosses descentes du coude, on a pas mal de rappels, ça aussi j'ai pas mal aimé, pas mal de rappels avec les à Triple H. À Triple H, ils ont tenté de placer comme mince, genre, le pedigree, merci papy, le pedigree, chacun son tour, hein. On sait que Cody Rhodes se réclame aussi être un peu un protégé de Triple H. D'ailleurs, ça m'a fait marrer parce que dans le fameux interview dont j'ai parlé, il a parlé de son entrée où il brisait le trône de Triple H à la AEW, il en a reparlé, il est revenu dessus en disant bah voilà, c'était l'État, il était en colère à cette époque-là, mais il avait beaucoup de respect, blablabla, pour Triple H, comme nous tous, hein. Voilà, Papa H. Là, ouais, évidemment, le retour à la maison. Et ben à la fin, la victoire du fils de Dusty Rhodes. 1, 2, 3 Crossroads pour la victoire. Incroyable retour de Cody Rhodes à la WWE. Finalement, pas de surprise, mais on a mis les petits plats dans les grands. Il revient tous après avoir quitté la WWE en low quart d'heure jobber / je suis prêt à faire être dans la division 24/7. Il revient directement en main eventer. Ça, je crois que c'est la magie WWE, mon bon tonton. Et ouais, c'est la magie WWE. Clairement, là, c'est une histoire incroyable, hein. Écoute, moi, ça m'a pas trop dérangé ce que tu as appelé la bulle, je trouve joliment d'ailleurs. D'ailleurs, je recommande un film qui s'appelle La Bulle, d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec ça, mais qui est un film un film dans un film dans un film, et qui est une comédie américaine et qui est un film totalement incroyable. Je glisse ça comme ça, totalement what the fuck. Et je comprends en fait ton idée sur la bulle, là, un peu de ce qui s'est passé en milieu de match. Mais je crois aussi c'était parce qu'il y avait un petit manque d'alchimie entre les deux. Il y a 2-3
trois trucs de timing et tout ça. Alors je chipote, hein. Donc voilà, les gars ont peut-être pas eu beaucoup de temps pour travailler ensemble, je pense quoi. Et je pense que Seth Rollins, il y avait certainement, voilà, une entrée un petit peu moisie, ce qui est pas dans les habitudes de Seth Rollins, ou en tout cas le choix, à mon avis, était pas très judicieux. Et par contre, cette pop phénoménale de Cody et tout ce truc après, des début et fin de match assez folle et tout ça, et vraiment, et comme la trajectoire du garçon est complètement folle, tu te rends compte quand même que moi je pensais pendant le pay-per-view que à Catch-Up, on a tenu une chronique pendant 22 épisodes de la baston des mercredis, où notre vignette d'appel, c'était Cody face à Triple H, quoi. Et 3 ans plus tard, on se retrouve avec Cody Rhodes, qui se retrouve carrément dans la main event picture, parce que là, il n'y a pas d'histoire, hein. On se moque un petit peu de l'architraître, mais l'architraître, c'est un main eventer établi de la WWE, quoi. Et donc, il est balancé dans le main event direct, il gagne, il bat Seth Rollins, et dans l'intervalle, en 3 ans, il a participé à la création d'une fédération. Il a été champion NWA, il a été champion Impact Wrestling, il a été champion TNT à la IW, mais la petite finesse, c'est que à la IW, il n'aura jamais été dans la main event picture, il n'aura jamais dépassé le titre intermédiaire, et là, il se retrouve sur la plus grand show, le biggest stage of them all de l'année 2022 à la WWE. Et dans ces conditions-là, donc pour moi, tout était réuni. Et du coup, je t'avoue que le match, il est passé, mais crème. Et ça a duré 21 minutes 33. Hein. On a eu un vrai match de wrestling avec, tu l'as rappelé, les Bionic Elbow. Enfin, du Cody comme j'aime, moi. Vraiment. Ouais. Et en fait, il y avait un Cody. Alors, je vais dire un truc qui va peut-être déranger je sais pas. Il faut déranger, on est là pour déranger. Mais pour moi, la Cody, il a catché pas comme il catchait à la WWE dans ses runs précédents, mais bien comme le catcheur que je connaissais à la All Elite Wrestling et aussi à la TNA, quoi, aussi à Impact, quoi. Parce que quand il gagne le titre à Impact, il était déjà là dans ce trip. Je reviens sur certains fondamentaux, je fais des coups hommages par rapport à Papa et par rapport à Dustin. Tu vois, alors là, par exemple, Brandy Rhodes, elle a été totalement occultée. Apparemment, elle n'aurait pas signé à la WWE. Hein. Donc, il n'y avait rien à ce niveau-là. Donc, on était vraiment dans l'héritage pur, tu vois. Et on était dans le homecoming. Voilà, Cody is homecoming. Et dans le main event. Retour au bercail pour le fils du plombier. Yes, il revient à la maison. C'était la surprise n'en était pas une, effectivement, parce que de toute façon, t'as quasiment, même si on jouait la comédie, mais on se doutait bien ce que c'était difficile d'y échapper, le retour de Cody, puisque tout le monde l'annonçait partout, là, notamment toutes ces chaînes YouTube là, qui s'amusent à le mettre en affiche. Bande de salopards. Hein, vous faites que traduire des news américaines, vous avez aucune info, vous connaissez rien. Non, mais bon. Un scandale! Un scandale. Et puis en plus, c'est drôle parce que dans ce fameux pré-show tout pourri où il s'est passé pendant 2 heures, sur le plateau, à chaque fois qu'il faisait et n'oubliez pas le match contre Rollins contre un adversaire mystère, personne ne sait qui ça peut être. Attention, est-ce que vous le savez? Puis t'es tout le public derrière qui faisait Cody, Cody. D'accord, bon, c'est le mystère un peu foireux. Pour en revenir au match, ouais, une flopée de références de Cody. Il en faisait déjà, moi je trouve à la WWE, alors peut-être moins que maintenant, mais il en faisait déjà parce qu'il avait à chaque fois repris des prises, notamment de tous les gars avec qui il était en tag team, ce genre de truc. Donc il a toujours été un petit peu dans l'hommage, un peu comme d'ailleurs Orton le fait aussi, dans l'hommage à l'histoire du catch. Alors bien sûr, il a pris une autre dimension en partant en vadrouille. Je pense. Alors l'AEW, ça l'a un petit peu aidé, notamment à rentrer directement en Mania, mais je pense que tout ce qui est catchesque, c'est notamment tout ce qu'il a bourlingué, parce qu'il était au Japon, si je dis pas de bêtises, ce genre de. Donc il a vraiment pas mal bougé. Il a fait un peu ce que font certains qui sont des purs pro WWE, c'est qu'ils sont un peu partis voir ailleurs pour justement se forger un peu plus de caractère, voir d'autres choses, pratiquer d'autres catchs. Et ça s'est ressenti aussi un petit peu dans le ring parce que, comme l'a dit Tonton, il y a des moments, c'était pas très bien calé avec Rollins. Il se comprenait pas forcément tout le temps. Il y a 2-3 trucs qui sont passés moyennement. Mais bon, voilà, il est un peu rouillé. Là, ça fait 6 ans, je crois, qu'il était pas revenu à WWE. Son premier match, c'est directement un gros match de Mania. Alors, c'était pas le main event, c'était un match dans la carte, mais c'était comme un gros match avec une grosse attente. Et puis, bon, ils ont plutôt bien assuré. Le public a bien marché. Quitte à faire revenir Cody, je pense que c'était soit à WrestleMania, soit au Il Raw était pas rouillé. WrestleMania, et pour avoir la foule qui forcément allait bien marcher. Et donc, globalement, ça
Ça a très bien marché et ça a bien fait son effet. Et puis non, quid de la suite. J'attends de voir ça avec impatience. Il était pas rouillé. Il était pas rouillé. Pour moi, il était pas du tout rouillé. Il était en pleine patate. Il avait aucun problème de shape, de quoi que ce soit, et tout allait bien. C'était juste pour moi vraiment un petit problème de timing et de connaissance. Ça fait longtemps qu'il a pas catché à la WWE. Il y a toute l'émotion au moment où il monte les marches de l'escalier du ring, quoi. Quand on sent sur son visage, il y a toute l'émotion qui revient là, et c'est un moment fort, quoi, je trouve, quoi. Et pour moi, il est absolument pas rouillé entre les cordes, quoi, pas du tout, quoi. Et je pense Mais que rouillé de style WWE, je veux dire. ouais, Il est plus peut-être, ouais. les Ouais. réflexes de WWE. Alors là, on est dans la fine analyse, mais c'est vrai qu'on est dans la grosse analyse, peuple de catch-up. Donc attention, ne jouons pas avec les mots. Mais, mais ouais, non, mais après, si tu veux, pour moi, il y avait vraiment une part émotionnelle dans ce match qui était super importante et qui est une bonne démonstration de ce que peut être le catch. Et où des fois, il y a un espèce de truc comme ça, surtout quand t'es quelqu'un qui te suit régulièrement. Et c'est assez rare finalement, justement, quand on a tellement l'habitude d'en regarder tout au long de l'année, à débriefer ça à catch-up. De temps en temps, il y a quand même des trucs comme ça qui te prennent aux tripes, quoi. Et moi, ça a été le cas avec Cody. Et c'est juste des petites histoires de. Ils étaient pas très calés sur certains moments, mais c'était pas grave parce que c'était tellement monstrueux. WrestleMania, baby! Ouais, je pense que ça explique cette espèce de bulle que j'ai ressentie, toi, où vraiment, à mon avis, ils étaient très concentrés sur, ils voulaient pas se merder, toi. Il était tendu, le Cody. Content d'être là, mais tendu. Seth Rollins aussi était tendu. En plus, il avait une entrée de merde, donc il devait pas être un peu déçu. Côté tendu et déçu. Voilà ça donne. Mais au-delà de cette petite parenthèse pendant le match, ce qu'il y a autour et ce que ça raconte en termes d'histoire possible d'évolution et avec le catch, tout est possible. Hein. Tu peux repartir, quitter une société de catch par la petite porte et revenir par la grande en quelques années. Et c'est tout bénef, quoi. Et tout le monde en profite. Et c'est vrai que c'est ça qui est très important ce soir. Et toutes les portes sont ouvertes pour Cody Rhodes. Mais comme l'a dit Tonton, surtout les grandes. La grande porte, hein, celle La grande du porte. main event. Et ce soir, on arrive à ce moment-là, ce qui était censé être le main event catchesque du show. Alors, on a eu évidemment le petit rappel du Hall of Fame entre-temps, Ouais. avec l'arrivée de tous les lauréats de cette année, avec notamment évidemment l'Undertaker, qui était là, qui était donc la tête d'affiche de ce Hall of Fame. On arrive donc dans le deuxième match féminin, on en a parlé, Papy l'a dit, c'est vrai, il y a les deux matchs féminins qui sont, pour ce titre-là, qui sont dans la même nuit. Et finalement, c'est celui-ci qui a été désigné pour être, entre guillemets, le main event de WrestleMania. Charlotte Flair, notre championne, affronte Ronda Rousey pour tout simplement une espèce de belle, quoi, on va dire, par rapport à leur dernière rencontre, là, il y a 2 ans ou 3 ans. C'était quand? C'était il y a 2 ans. Cette 3 ans, oh là là, le temps passe vite. Cette triple frite assez incroyable. Un match donc entre la championne et Ronda Rousey qui arrive tout en noir. Charlotte qui rentre avec sa grande entrée, évidemment. Et le match commence et c'est très rapidement, très physique entre les deux. On n'est pas là pour se faire des jolies choses, on n'est pas là pour être gentil, on n'est pas là pour être sympa. C'est costaud, ça s'envoie des grosses mandales. Charlotte focalisée, là, concentrée sur la jambe de Ronda Rousey pour lui permettre de placer son figure 8. Ronda Rousey, quant à elle, essaye de placer, d'attaquer Charlotte Flair pour la mettre à terre également. C'est très compétitif entre les matchs. Hein. Vraiment, elles se rendent quasiment coup pour coup. On est là vraiment dans des contres, des enchaînements, des prises de soumission. Le match s'enchaîne entre les deux filles. Ronda Rousey nous fait aussi preuve un petit peu d'agilité comme ça. Quand elle saute, elle te grimpe dessus. Là, elle attaque le cou, elle attaque la nuque de Charlotte. Le figure 8 qui est contré par Ronda Rousey, qui finit dans les barricades, la projetée par Charlotte. Évidemment, c'est Lil Nate qui est aux commandes de l'arbitrage du match.
un compte de 3 qui est cassé là, parce que Charlotte avait le pied sur la corde. Alors, je déteste quand ils font ça parce qu'il a bien tapé. Il a tapé 3 fois, on est d'accord, l'arbitre. Quand Charlotte avait le pied sur la corde. Et en fait, il revient sur sa décision. Il tape 3 fois à Charlie, il n'y a pas de doute. Ah là là, ça, j'aime pas quand ils font ça. Mais ouais, en fait, non. J'ai tapé 3 fois, mais voilà. Bon, alors, on continue. Le Natural Selection qui est placé de Charlotte. Incroyable. 1, 2, et non, simplement 2. Natural Selection, pareil, les prises létales, les finishers. On la vie dure ce soir. Et Charlotte Flair qui place, qui bouffe un figure fort. Et surtout, l'arbitre, le bump, on sait que Raphaël adore les bumps d'arbitre, et ben Robinson il s'en prend un gros. Charlotte abandonne à ce moment-là alors que l'arbitre est au sol. Évidemment, Ronda Rousey va venir voir l'arbitre. Qu'est-ce qui se passe? Allez, viens faire le compte de 3, viens taper. Et Charlotte lui place une énorme boot pour le compte de 3. 1, 2, 3. Victoire de Charlotte Flair. Et oui, aïe. La chute, les pronos, ça fait mal aux pronos. Dans un match qui a peut-être manqué d'un petit quelque chose, mais alors de quoi? Ça, peut-être que tonton, tu sauras nous l'expliquer. Je sais pas si je vais pouvoir l'expliquer, mais en tout cas, mon ressenti, c'est que la fin de match est complètement foireuse, que malheureusement, ce rêve bump est pour moi très malvenu. Alors, je crois que notre ami Raphaël se plaint souvent des rêve bump à la WWE, et cet homme a souvent raison, et je vais donc le rejoindre dans la team No More Rêve Bump, parce que franchement celui-là était pérave. Alors pas dans la réalisation, par contre le spear est bon, le spear est plutôt sympa quoi. Et le spear est en fait c'est tout encore le paradoxe du catch quoi. C'est-à-dire qu'il a réussi à mettre vraiment un beau spear à Charles Robinson, mais derrière tout est brave quoi. Oh là là mon dieu, sans aucun rythme, sans rien quoi. C'était complètement plat. Le public était à l'arrêt. Alors là on a eu une espèce un anticlim quoi. Voilà quoi, c'était anticlimatique au possible. Le match en lui-même était de bonne qualité, c'était pas ouf, je m'emballe pas non plus sur la qualité du match général. Il fait 18 minutes 21 exactement. C'était plutôt bon, c'était dans la gamme haute des matchs WWE pour des titres féminins, mais c'était pas de l'excellentissime, on n'était pas dans le top privilège 5 étoiles de Bianca versus Becky, mais c'était cool quand même, moi j'étais dedans. Et je reviens sur le tout début de la review, puisque en fait déjà ma grosse déception c'était que ce match c'était sa place dans la carte. Je savais que c'était donc le dernier match avant le KO Show. J'étais vraiment déçu de le trouver là, ce match-là. Parce que, comme on attendait tous, et vous l'avez dit tous les deux, on attendait une telle pépite de Bianca et de Becky que moi aussi, je faisais partie de ceux qui souhaitaient avec force que Bianca et Becky soient le main event, quoi. Donc, bon, on a commencé avec la tag team de SmackDown. C'est pas Charlotte et Ronda qui ont ouvert. Peut-être que le rêve bump et peut-être que le finish moisi, je l'aurais mieux encaissé. Mais là, merde, c'était le dernier match annoncé de la soirée. Comme on savait pas ce qui allait se passer au KO Show, quoi. Donc, j'ai pris un coup d'anticlim, quoi, voilà. Et puis, alors, en plus, vous connaissez tous mon amour pour Ronda et tout ça, quoi. Donc, elle perd par-dessus le marché et sur un match qui va prêter à la controverse parce que il va être détruit. Hein. Il a d'ailleurs, j'ai été faire la pub pour Stand and Deliver, peuple de catch-up. Allez-y, c'est en ligne, c'est chaud, c'est tout bouillant. Et j'ai vu passer déjà des trucs, tu vois quoi. J'ai fait ouais, ok, d'accord. Bon, ok, on est dans le. J'ai vu passer des horreurs. Ouais, j'ai vu passer des horreurs. Ouais, donc on est dans la shitstorm totale là, les amis. Donc moi, je ne redirai pas mes sentiments pour Ronda Rousey. Voilà, j'ai trouvé qu'elle avait fait un bon match globalement. Mais que cette fin était pourrie, qu'elle gagne ou qu'elle perde finalement, qu'elle gagne ou qu'elle perde, ça n'a pas eu trop d'importance pour mon ressenti. Ça a été, c'est vraiment le fait que j'ai trouvé que ces 3 dernières minutes étaient cata. Aïe. Bon alors et toi, papy, est-ce que tu l'aurais mis ailleurs ce match? Je l'aurais mis ailleurs. C'est pas forcément ce match-là que j'aurais mis ailleurs, c'est plus les autres en fait d'avant. Parce que du coup, là, il passe après 2 énormes matchs et il est bon sans être au même niveau en fait, ce match-là. D'accord, en fait, donc ce match-là, tu le bouges pas, mais c'est tous les autres que tu mets après. Et il est très fort, il est très fort ce papy. Non mais en fait voilà, oui, effectivement. Du coup, par mécanisme, il bouge quand même, mais c'était pas lui que j'aurais bougé en fait. Enfin bref, on se comprend. Non, il était un peu en dessous, ne serait-ce que dans les entrées en fait. Les entrées d'Elsa, elles sont très
très basique. Mm. Ronda, quand je l'avais rentrée, elle trace directement, rien à battre, elle va dans le ring. Et Charlotte, elle a fait le minimal qu'elle fait habituel, quoi, avec des feux d'artifice, certes, mais c'était pas une entrée au-dessus des autres. Et donc, déjà, rien que sur l'entrée, tu te dis, ce match-là, il est moins important que le Becky versus Ouais. Bianca. Ouais. Et puis, bah, dans les faits, ça a été un peu le cas aussi dans le match. Il est plutôt bon, hein, le match, franchement. Il y a l'histoire racontée, il est plutôt bien. Moi, les rêves comme ça me dérange pas, surtout que tu peux te jouer là-dessus en disant que l'arbitre, c'est l'ami de la famille Flair et qui en plus enlève le compte de 3 à Ronda qui était déjà passé, qui voit pas quand elle tape, etc. Enfin, tu peux très bien raconter l'histoire là-dessus en jouant par la suite. Le, alors les avis des réseaux sociaux de ça, bah comme d'hab, hein, j'en ai absolument rien à battre. Vous êtes des débiles, voilà. J'aime bien critiquer les gens. Give me a Et carrière. voilà, non mais franchement, arrêtez de chouiner là. C'est quoi ces manières là d'à chaque fois de voir un match et d'hurler parce que c'est pas exactement ce qu'on voulait et qui se passe quoi. Ah là 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 là, appréciez le moment tel qu'il est là. Et donc voilà, donc non non, match plutôt bon. J'avais vu Charlotte qui disait avant le truc qu'elle allait voler le show. Je pense qu'elle avait pas vu ce qu'avaient prévu les autres. Mais en tout cas, elle s'est un petit peu trompée la de Charlotte. Mais ça reste comme un bon match et un match de qualité mondiale. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, effectivement, hein, tout simplement, tu switchais les deux matchs féminins et on retombait sur nos pattes en termes de montée d'intensité. Et effectivement, il y a beaucoup de marqueurs là qui faisaient qu'on sentait que, bah, même limite la WWE elle-même n'y croyait pas, puisque les entrées, autant ce qui se passe entre les cordes, c'est aussi, ça dépend aussi des catcheurs, mais ne pas mettre, enfin investir dans les entrées, ça envoie un signal assez fort. Soit tu te dis, bah en fait. Ils ont dû se dire ça c'est suffisant. Voilà, le nom de Ronda Rousey et de Charlotte Flair est suffisant à lui-même, il n'y a pas besoin de plus. Eh ben non, eh ben non. Justement, le nom de Charlotte Flair et le nom de Ronda Rousey méritent, enfin, t'imposent de faire des entrées flamboyantes, surtout que c'est quand même un match. Enfin, voilà, elle était revenue au Rumble, enfin, il y avait tout un retour qui avait été construit pour Ronda Rousey. La road avait été un peu compliquée, malheureusement, mais derrière, voilà, on a WrestleMania. À WrestleMania, on est là pour effacer souvent un petit peu les roads un petit peu chaotiques. Et on se dit, bah ouais, une fois que t'es au chaud des shows, eh ben, la marchandise est délivrée et on est dans un décorum et dans un événement incroyable. Et là, c'est vrai, vous avez raison de le noter, les entrées étaient tout simplement pas à la hauteur de l'événement. Et d'avoir mis ce choix-là. C'est vrai que c'est un petit peu dommage, un petit peu dommage. Et puis c'est vrai que bon, le match est correct, mais en fait, il manquait tout simplement le. Enfin, c'est vrai que quand tu compares avec celui avec Becky Lynch et Bianca Belair, mais il y en a un qui est plein de vie et l'autre enfin, c'est limite respiratoire artificiel quoi. Hein. On est là, bon. On fait le match, il y avait pas de vie dans ce match-là, c'était juste une démonstration, quoi, presque un match d'un peu de gala entre les deux. Rien à voir avec tout ce qu'on pouvait ressentir en termes d'émotion avec le match des filles précédent. Je vais te donner mon sentiment là-dessus. Ça avait un Ah. côté showcase mainstream. C'est-à-dire que la WWE, elle appuie sur le fait qu'elle a une Ronda Rousey dans son roster et qui est suivie par des gens qui ne suivent absolument pas le catch. J'avais vu, il y avait genre, tu vois, 50 à 60% de ses followers sont des gens qui sont totalement en dehors du monde du catch, quoi. Et soit ils sont liés soit par rapport à ce qu'elle faisait avant dans l'UFC, par rapport à ses activités de farmer aussi, quoi, de fermière. Et Sa clientèle, ceux qui voilà, achètent des courges. et si tu veux, je pense que pour accrocher, en fait, pour faire acheter du pay-per-view, il faut vendre très très fort une Ronda Rousey, quoi. Et moi, je pense que elle est ouais, on va dire qu'elle est bankable là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Mais s'ils veulent faire quelque chose sur au moins du moyen terme avec Ronda Rousey, il va falloir changer l'espace de working autour de la Ronda. C'est-à-dire que moi, je prendrais deux options. C'est-à-dire que soit je lui mets un manager, voilà, je lui mets quelqu'un de fort au micro et qui va embrayer tout le monde dans les weekly qui vont venir là. Soit je la mets dans un clan. Et peut-être même en chef de clan d'ailleurs, pourquoi pas. Je sais pas, j'ai même pas encore imaginé ça. Mais au moins, je crée un clan autour d'elle. Je lui mets 2, 3 nanas autour d'elle, etc. Et dont au moins une dans le clan qui est capable de pécho le mic et de nous sortir la promo qui déchire et qui va aider à garder Ronda over parce qu'elle reste over du public. L'ovation qu'elle a en arrivant, on a parlé des entrées. Ouais, elles ont eu certes des entrées classiques. Pour moi, quand même d'un niveau supérieur que celui qu'a eu Seth Rollins. Mais c'est pas compliqué.
quand Ronda rentre, hein, quand les premières notes de John Jett démarrent, tu sais d'entrée que là, c'est du lourd qui débarque, quoi. Et c'est quand même. Donc, si tu veux, moi, voilà, pour moi, il manque un truc là. À la WWE, avec Ronda, il y a un truc qu'ils n'ont pas bien mis en place et que j'espère que ça va être corrigé. Parce que si, effectivement, il reste par contre sur l'option, c'est Ronda toute seule, elle chope le mic et tout ça. Aïe, 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 j'ai peur pour les quelques mois à venir là. Ouais, et puis en fait finalement alors c'est pas ça tous les ans, mais là cette année c'était le cas. C'est le match est à l'image de leur construction de rivalité en fait. C'est à aucun moment t'as senti que ça sortait enfin que c'était quelque chose d'over the top pour WrestleMania. C'était toujours assez plan-plan. Ça jouait sur les certitudes de ouais bah je suis Ronda et ouais, je suis Charlotte et puis c'était tapons-nous sur la gueule joyeusement. Et, puis ouais, comme dit Tonton, ils ont trop assuré finalement avec Ronda sans essayer de la faire. Bah, tu vois, finalement, t'as l'impression qu'elle a moins travaillé que des. Et c'est pas un critique contre elle, hein, c'est peut-être juste qu'on lui demande pas, mais qu'elle a moins travaillé son match qu'un Logan Paul ou qu'un. Ouais, je suis d'accord. Enfin voilà quoi, ils ont. Et moins que ça, la première version de Ronda. Le premier round de Ronda, elle était bien plus impliquée et bien plus de choses. Ils avaient su en plus switcher quand elle avait commencé à perdre de la popularité, hop, passer heel. Enfin, ils avaient plutôt bien drivé le truc. Et là, bah ouais, c'est étonnant quoi. Depuis quelques mois qu'elle est Je pense revenue, depuis le Rumble, elle fait pas grand, elle a pas eu un pet de progrès depuis 2 mois là. Il pense que sur ses capacités naturelles, en fait, bah finalement ça suffit quoi. Grâce à sa notoriété, tout passe. Mais il y a quand même une énorme, même si c'est WrestleMania et que c'est international, il y a quand même une grande partie des gens qui regardent WrestleMania qui sont des suiveurs comme nous. Et donc du coup, on arrive à déceler ça. Et ça, c'est un peu gênant parce que ses capacités naturelles, oui, ça suffisait quand elle était dans le sport de combat legit, clairement, parce qu'elle elle était tellement forte à l'époque, c'était tellement une tornade. Donc là, on est dans le catch professionnel, on lui demande d'autres choses, elle doit avoir de l'acting, elle doit avoir des capacités à choper le mic, tout ce qui fait un catcheur. Et elle n'est pas encore prête. Elle n'est pas encore prête. Alors, il faut la bonifier, il faut voilà, la magnifier, cette Ronda Rousey. Bien Et sûr. peut-être Mais oui. effectivement en l'entourant, en lui donnant quelque chose. Tu parlais de clan, elle a une copine qu'elle a retrouvée au Rumble, voilà, elles se sont plus jamais recroisées depuis. Ouais. Il peut se placer plein de choses, effectivement. Pourquoi pas mettre son micro, le mettre entre des mains de quelqu'un qui sait mieux manipuler un micro. Oui, il faut faire quelque chose. Il faut pas la laisser là, juste la poser au milieu de la table et en espérant que la magie opère. Malheureusement, la magie Ronda Rousey, il y a 2-3 ans, effectivement, au-delà de son retour, avait opéré parce qu'à chaque fois, elle était bien entourée ou alors on l'avait bien pris seule, que ça soit son premier match avec Kurt Angle, le papa Kurt Angle, le tonton Kurt qu'il avait pris sous son aile. Elle s'était retrouvée dans une rivalité avec la famille McMahon et ça avait donné un super match avec une rivalité qui était plutôt à la fois drôle et intense. Et puis surtout, cette triple frite, là, voilà, cette rivalité assez incroyable avec les filles entre baston et haine et puis main event de WrestleMania. Là, c'est pareil. Là, elle revient effectivement un petit peu trop nature, quoi. Trop nature. Peut pas être si naturel. Il faut lui rajouter quelque chose. Il faut lui rajouter quelque chose. On arrive au vrai main event de WrestleMania. C'est la vignette de notre analyse. Et là, messieurs, je ne sais pas si vous aviez regardé le chrono à ce moment-là, mais il reste 40 minutes. Ouais, exactement. Il reste 40 minutes. Là, je me dis, attends, c'est pas possible. What? Qu'est-ce que what? Oui, what? Je sais, ok, ils vont vraiment mettre les petits plats dans les grands et les grands plats dans les immenses plats. Et ça a pas loupé, puisqu'on a eu tout simplement le plus grand KO show de l'histoire des KO shows, même si pour le décorum, c'était un peu chiche. Le pauvre Kevin Owens, il a fait 2 pauvres panneaux là, qui n'ont pas duré très très longtemps. Kevin Owens, donc qui nous prend le mic et qui nous explique que ce soir, c'est Kevin Owens, le KO Show. Il est évidemment très honoré de pouvoir faire ça au Texas. Le Texas qu'il déteste tant, son invité qu'il déteste, qui représente tout ce qu'il déteste, tous ces grosses abrutis redneck avec leur chapeau de cow-boy et leurs bottes et leurs ceintures avec leurs grosses boucles avec des têtes de bœuf dessus. Et voilà, effectivement, il fait semblant de s'excuser, mais évidemment, c'est tout ça pour nous la faire à l'envers. Voilà, grâce à son KO Show, il fait le main event de WrestleMania. Et
une musique l'empêche de terminer son discours. Le bruit de glace retentit à travers l'espace. Les plus de 70 000 personnes se lèvent. Stone Cold Steve Austin est là. Et cette fois-ci, c'est le vrai Stone Cold. Il débarque, grosse ovation. Il fait un bas de foule à gauche, un bas de foule à droite. Il prend son temps pour monter dans le ring. Il joue avec la foule. Il arrache donc le décorum de Kevin Owens qui avait tant investi là, en frais d'impression. C'est horrible. Alors, Kevin Owens, donc... lui déroule un saut d'irrespect total auprès de Stone Cold Steve Austin. Il en vient même à lui dire à la fin, écoute, je t'ai tendu un piège. Tout ceci n'est qu'un piège. S'il reste 40 minutes, c'est pas pour rien. Je m'en fous, moi, du KO Show. Je m'en fous de t'avoir invité. Si tu es là ce soir, c'est pour un match. Je te lance un défi, un challenge officiel. Kevin Owens versus Stone Cold Steve Austin. What? Alors, Kevin Owens qui maîtrise les watts, évidemment, parce qu'à un moment, il fait quoi, vous êtes con et tout. Enfin, bref, on le connaît, le Kevin Owens. Et alors, Stone Cold Steve Austin, qui à ce moment-là, je crois, il n'a pas encore ouvert la bouche, ou très peu, hein. Très peu à ce moment-là. Très peu. Il le regarde, et puis. Tout est dans le visage, quoi. Tout est dans le visage, c'est vraiment gros acting là, pendant 5 minutes, 10 minutes de Stone Cold, on voit comme ça la réflexion et puis il commence à bouillir et tout, et puis il se dit attends, j'y vais pas. Et il fait allez, faites venir un arbitre, c'est parti. je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Ouais, il dit exactement, en fait, il explique, il dit j'ai eu le premier match de ma carrière à Dallas. Ici à Dallas, et il est donc bien d'avoir mon dernier match ici à Dallas, quoi. Et là, j'ai cru que le stade allait avoir une explosion atomique. Et en l'air. Je pense que là, des cœurs se sont arrêtés. Effectivement, il veut boucler la boucle. Stone Cold Steve Austin, lui qui était pas forcément parti sur le match qu'il aurait voulu, sur le match qu'on aurait espéré. C'était il y a 19 ans, c'est bien ça, hein. Ça nous paraît une éternité. Et donc, challenge accepté. À ce moment-là, le vrai main event change. On va avoir en 2022 un match de Stone Cold Steve Austin. Et écoutez, ce sera pas un match qui va durer 2 minutes. Non. Ça va être à grande largeur. Alors, sympa, KO, il place une petite stipu, un no holds barred match. Donc voilà, tous les coups sont permis. Il est sympa, Kevin Owens. Il dit écoute, je vais être sympa avec toi. Donc c'est un match sans disqualification. Et la cloche sonne, les deux s'affrontent. Et là, le public exulte, hein, c'est assez incroyable. Et Steve Austin balance les coups de paloche, les coups de main dans la tronche, là, et vas-y, bim, boum, badaboum. Ça se bagarre à travers toute l'arène. Ça va dans les gradins. Là, la sécurité est complètement perdue. Les mecs se balancent des souplesses. Alors, Kevin Owens balance une souplesse à Stone Cold. Stone Cold balance une souplesse à Kevin Owens. Parce qu'au début, je me dis, il y va un peu tranquille et tout quand même. Stone Cold, c'est plutôt sympa. Et quand il se bouffe une German souplesse sur le béton, je fais, ah oui, quand même. il va être complètement pété, là. Déjà qu'il est pété de haut en bas, de gauche à droite. Là, Stone Cold Steve Austin, comme l'a rappelé Kevin Owens dans son intro. Il a 59 ans, hein, faut pas l'oublier. Hein. Il y en a qui, à cet âge-là, auraient déjà du mal à grimper les marches d'escalier. Et on retourne entre les rings. Et là, Kevin Owens, il grimpe sur le buggy de Stone Cold, parce que Stone Cold nous avait fait une double entrée. Hein. Il nous avait fait une double entrée. Il était d'abord venu à pied, et puis après, il avait pris le buggy. Malin, hein. C'est pas mal ça. Hein. Pour se déplacer, on se souvient tous de la grande entrée, trop grande pour les plus anciens dans, je ne sais plus, c'était peut-être à WrestleMania ou au Rumble. C'était au Rumble, ouais. C'était au Rumble que t'avais des images après qui avaient fuité de Big Show dans sa voiturette de golf. Qui va les ramener, le pauvre. D'ailleurs, Kéo, c'est ce qu'il lui dit à Stone Cold, avec ta stupide voiture de golf là. C'était énorme. Sauf que le Canadien qui dit les Canadiens sont tellement intelligents, on a un intellect supérieur, sauf que le mec il a oublié les clés de la voiture. Donc Stone Cold il arrive par derrière, pouf bim badaboum, il fait je vais te faire un petit Uber là, je vais te ramener, tu veux rentrer chez toi, attends je te dépose. Il remonte la rampe, ils arrivent sous le titre en trop. Ça se bagarre encore, je crois, peut-être encore des German souplesses, je ne sais plus ce qui se passe sous le Titantron.
Tabasse sous le petit tantron. Ouais. Ça se tabasse à gauche, à droite, et puis après, il le renvoie jusqu'au ring. Alors, Kevin Owens qui nous fait des roulades d'anthologie. Hein. Là, il est là pour l'oversell, hein, Kevin Owens. Il roule comme une grosse boule. Et puis à la fin, le stunner du Canadien. Il l'avait dit, il l'avait prédit sur Stone Cold. 1, 2, et non, simplement 2. Et puis alors là, Kevin Owens qui prend une chaise. L'intellect canadien supérieur à parler. Il donne un énorme coup de chaise. Non pas sur Stone Cold, mais sur la 3e corde. Et il rebondit. Et donc, c'est le contre de la 3e corde. Kevin Owens est complètement sonné par le coup de chaise. Le Rattlesnake en profite pour placer son stunner. Bim, boum, badaboum. 1, 2, 3, victoire. Victoire de Stone Cold Steve Austin dans ce qui est probablement le dernier match de Steve Austin face à Kevin Owens qui à mon avis là avait à ce moment-là des étoiles plein les yeux et pas juste parce qu'il s'était pris un coup de chaise. Et puis derrière c'est le festif, voilà, on festoie tout ça sous la bière, voilà, tout le monde se fait rincer de bière à droite à gauche. Byron Saxton qui est visiblement un chouchou de Stone Cold Steve Austin se bouffe aussi de... un revival de 2020 pendant le confinement. Ouais, exactement, quand il était venu voilà, dans l'enceinte du Performance Center. Et puis ça se termine là-dessus, sous des gigalitres de bière. Et la victoire de Stone Cold Steve Austin en main event. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2022. Wouh! Oh yeah! Tonton! Tonton, il commence par moi. Wouh! Vous avez 2 heures? 40 minutes de folie furieuse, quoi. Un truc incroyable. C'était. J'ai marqué, mais comme un enfant. J'en ai presque eu honte, quoi. C'était un truc de malade, quoi. C'est-à-dire le meilleur brawler du 20e siècle face au meilleur brawler du 21e siècle. Avec un Kevin Owens que j'adore, qui a été fantastique au micro pendant tout le KO Show. L'arrivée de Stone Cold, la destruction en règle du pauvre décor du KO Show. Qui est vraiment cheap pour le coup et c'était génialissime et alors je ne m'attendais absolument pas à un match en plus quoi, donc c'était vraiment le truc, c'était la chantilly sur la cerise sur le gâteau quoi, c'était pas possible, j'arrivais même pas à en croire à mes oreilles quand il a balancé cette dernière phrase sur j'ai eu mon premier match à Dallas, mon dernier sera à Dallas, je me suis dit mais c'est fou quoi, c'est fou ce qui est en train de se passer, derrière on a un match de 15 minutes qui part complètement en cacahuète baby. Les tribunes et tout, on a eu tout était là. Un Stone Cold vaut un Goldberg sur ces 5 dernières années. Un Stone Cold vaut un Goldberg avec une seule main, quoi. Ce que nous a montré Stone Cold en un seul match, Goldberg ne nous l'a pas montré sur les 5 dernières années. Alors, on me démontrera peut-être par A plus B que j'ai tort, mais moi, en tout cas, c'est mon avis, il restera définitif, c'est irrévocable, Jean-Pierre. Stone Cold, c'était énormissime, l'interaction avec KO était tout simplement géniale, il ne pouvait pas y avoir mieux, il y avait un public qui était en symbiose, on a terminé avec sous un océan de bière, moi qui suis un non-buveur de bière d'ailleurs, un océan de bière. C'était comme sous l'ivresse, dans l'ivresse. Ouais, dans l'ivresse, quoi, exactement. J'étais plutôt avec un petit verre de pomme roll, mais tu vois, oh là là, mais c'était totalement fantastique. Enfin, j'ai totalement adoré ce main event auquel j'avais, au tout départ, j'avais quelques trucs et j'aurais juste une critique, une seule. Vas-y. C'est que j'ai regretté que KO ne gagne pas le match. J'aurais voulu en fait que le finish se termine, que Stone Cold respecte la tradition, qu'il perde le match et que suite au match, il aurait été chercher la bière, il aurait été dit et c'est là qu'il aurait porté le stunner final et qu'on aurait terminé en beauté avec lui, etc. Voilà, c'est mon tout petit hiatus qui m'aurait empêché de mettre un 5 étoiles à tout ce segment. J'aurais mis un 4,98. Mais j'aurais aimé voir le tomber, la victoire pour KO. Mais ouais, voilà, je chicaille, je chicote, mais c'était génial. Ouais. Hell yeah! Raphaël hier, j'ai un bisou à toi, je pense que t'as dû kiffer grave. On t'embrasse tous très fort, Raphaël. Effectivement, alors après, c'était un match très particulier. On était quand même, c'est assez différent de ces fameux matchs de départ à la retraite, comme il y a eu avec Kurt Angle notamment, qui avait été, s'était fait rouler dessus par Baron Corbin. Là, on était vraiment dans quelque chose. C'est hors du temps en fait ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un dernier match, toi? Oui, c'est son dernier match, mais c'est tellement
hors du temps après 19 années que là on était dans quelque chose d'assez exceptionnel pour terminer ce show. Toi, Papy, qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu qu'il restait 40 minutes? Si tu l'as vu, est-ce que tu t'attendais à tout ça? Ah non, moi j'ai pas vu qu'il y a ces 40 minutes, vu que je regarde en direct, j'en savais rien. Eh Et ouais. donc, du coup, j'ai eu la chance d'avoir la surprise totale. Et donc, du coup, je l'ai pas vu venir. Alors, je vais être moins emballé que le tonton pour deux raisons. D'une part, parce que vers 5-6 heures du matin, là, le match, le segment de 40 minutes, ça commence un petit peu à taper dans le système et j'ai eu deux, trois petits assouplissements pendant le match. Parce qu'il était comme bien long, les remontées, les redescentes de rampe, tous ces trucs-là. Là, j'ai dit, oh, allez, vas-y, mais finis-le, le Kevin, là, achève-le, tu la bête. Mais donc du coup j'étais moins emballé et puis aussi pour une autre raison c'est que Steve Austin ça a toujours été un vieux qui boit des bières et qui nous fait chier dans les segments à nous coller des stoners partout. J'ai très peu de souvenirs de son prime parce qu'il a duré quoi, il a duré 3-4 ans, c'est pas les années que je regardais et donc du coup j'ai moi, Stone Cold qui revient, ça me faisait rien en fait, tu vois. C'est pas comme si demain le Taker revenait ou si demain un Triple H, alors je pense pas. On lui mettait un pacemaker et qui revenait, mais tu vois là, ça me ferait quelque chose. Et Stone Cold, j'avais rien identifié avec lui en fait. Et donc du coup, j'ai popé par procuration parce que je voyais que le public était absolument debout, explosé dans tous les sens. Mais c'était pas un plaisir personnel en fait. Moi, au plaisir, c'était plus de voir le public être content que de voir Stone Cold en fait. Et par contre, non, après, voilà, il y a rien à redire sinon sur le truc, la construction. L'idée de le mettre en main event, c'était la bonne idée parce que de toute façon, le public attendait que ça. Ça a été super bien amené. Kevin Owens a jobé comme il fallait. Stone Cold, il a quand même bien assumé son rôle. Là. Il a aussi pris des bumps alors que je pensais vraiment qu'il serait ultra protégé. Non, non, il a quand même pris ses bumps. Et puis à la fin, ouais, alors peut-être qu'il aurait dû perdre, mais je pense que vu la folie furieuse du match auprès du public, c'est compliqué de le faire perdre. Et c'est pas vraiment un match de fin de carrière, en fait, de retraite. C'est plus un dernier match pour faire plaisir. Et dans ces cas-là, il a gagné. Et puis je pense qu'en fait, et tu parlais de Goldberg tout à l'heure, en fait, ce qui manque avec Goldberg, c'est que c'est son dernier match again and again. Il a pas de revenir, alors qu'on aimerait bien qu'il reste, qu'il raccroche définitivement les bottes. Et s'il était resté juste sur un dernier match de Goldberg, peut-être qu'on n'aurait pas le regard actuellement sur ces énièmes retours. Mais là, du coup, oui, c'était un gros dernier match. Il a pu t'assurer. Et s'il reste là-dessus, ça restera un grand moment, je pense, et pour lui, et pour Owens, voilà, qui a son premier main event de WrestleMania. Hein, c'est pas rien dans une carrière. C'est pas rien, hein. Et pour le public qui était là, qui était présent, et aussi pour tous les gens qui regardaient, qui s'est rappelé les belles années de Stone Cold. Ouais, pour tous les fans de l'indie qui ont découvert Kevin Steen à la Ring of Honor et ailleurs, et franchement l'avoir en main event, notre Québécois là, j'allais presque dire notre Québécois national, et franchement c'était vraiment un bonheur quoi. Ouais, écoute, en fait, je ressens un peu la même chose que vous, et surtout comme Papy, Stone Cold Steve Austin, j'ai pas connu. J'ai connu le Stone Cold Steve Austin qui revient, j'ai connu le Stone Cold Steve Austin qui faisait des fois le juge, le juré dans des, dans des shows de Tough Enough et compagnie. Et puis quand il revient, voilà. Après, c'est un main eventer et Hall of Famer et évidemment en plus qui fait manger la foule dans sa main, mais comme quasiment personne d'autre sait le faire. Moi, j'ai vachement popé, c'était pour Kevin Owens. C'était pour Kevin Owens. En fait, j'ai popé grâce à Stone Cold Steve Austin, mais c'était surtout pour Kevin Owens que j'ai popé. Je me suis dit, quand le match s'est déclaré, j'ai pris la mesure de ce que ça représentait par rapport à Stone Cold Steve Austin, mais j'ai surtout pris la mesure de ce que ça devait représenter pour Kevin Owens. Si on parlait Kevin Steen, voilà, le mec, la carrière de ce mec, on dit toujours que, effectivement, certes, il a été une fois champion du monde, mais Kevin Owens, il a le total package c'est un main eventer lui aussi, même s'il se retrouve toujours un peu coincé dans la top card. Et là, de se dire que ce mec réalise l'impensable en allant chercher Stone Cold, 19 ans plus tard, le mec, il y a 19 ans, où était Kevin Owens? Où était Kevin Owens? Il était devant sa télé à regarder l'avant-dernier match de Stone Cold Steve Austin. Ça, c'était assez incroyable, quoi, de voir tout ce gros moment dans ce gros segment de 40 minutes et ce match qui, effectivement,
a été plus que ce que je pensais. Toi, je me suis dit, allez, ça va durer 2 minutes. Ils vont hyper le protéger, comme tu me l'as dit, tonton. Ça va pas. Et Papy aussi, tu l'as mentionné, ça va pas aller loin. Et quand il s'est pris cette German souplesse à l'extérieur, là, je me suis dit, oula, les gars, doucement, doucement. Non, le mec, il s'est donné. Et puis à la fin, bon, peu importe qui gagne, qui perd, effectivement, c'est même pas forcément le plus important. Ce qui compte, c'est la célébration. Et puis, pour Kevin Owens, enfin, le mec, je pense que là, la carrière, je pense. Effectivement, en fait, en plus, on s'en rend même pas compte parce que c'est très spécial, mais vous l'avez dit, c'est un main event de WrestleMania au crédit, voilà, dans la besace de Kevin Owens, qui en plus s'est révélé être un vrai match contre un Hall of Famer qu'on pensait, partir à la retraite pour toujours. Je pense que Kevin Owens, il va s'en souvenir de cette année. C'est marqué, c'est une pierre blanche sur son CV, quoi. C'est clairement, ça marquera toute sa carrière dorénavant, quoi. Il aura fait le main event de WrestleMania 38 face à Stone Cold Steve Austin, qui est une des top 10 légendes de l'histoire du catch professionnel, quoi. Donc c'est quelque chose. Alors moi, mon rapport à Stone Cold, il est un petit peu différent, parce que moi, je ne l'ai pas du tout connu dans la période 1996-2001, puisqu'à l'époque, je regardais la WCW. Oui, j'ai été un traître, je le sais. Il n'y avait que ça en France, je crois, à l'époque, de mémoire. Ouais, Canal avait pris un deal avec la WCW et avait laissé tomber la WWF. Et tout simplement, donc de 1996 à 2001, Canal diffusait la Ted Turner Company, quoi. Et donc du coup, je suis passé totalement à côté de Stone Cold, quoi. Et Stone Cold, le gamin, je le récupère en 2002, au début de la Ruthless Aggression, quoi. Era. Et là, je le découvre, du coup, après, je fais de la récup un peu, je revois un peu ce qu'il a fait, ce qui s'est passé, etc. Qu'est-ce que c'était que ce mec et tout. Et puis finalement, il arrête vite parce que tu vois, là, ça faisait 19 ans qu'il avait pas fait de match, quoi, depuis 2003, quoi. Donc du coup, finalement, j'ai pas eu trop le temps. Mais comme il est resté dans le business, et puis il a son podcast, et puis il est toujours resté très influent, quoi. Et il est apparu à multiples occasions, et je comprends l'avis de Papy. Ça me rappelle un papier des cahiers du catch, d'ailleurs, ça. Où il y avait eu un moment où c'était même un peu too much, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Stone Cold venait, il mettait des stunners à toute la population. Il a enterré même un ou deux mecs sur certains passages, quoi, que c'était pas forcément le bienvenu. Il y a eu quelques passages, ouais, qui pouvaient être critiquables et qui pouvaient saouler certains, quoi. Donc je peux comprendre cet avis-là. D'accord. Mais Mais quoi je trouve que après le Steve Austin, il est resté égal à lui-même, et moi admiratif, hein. 59 ans, j'ai trouvé qu'il était dans une super forme. J'ai senti vraiment le gars, tu vois, déjà qui avait préparé son affaire. Oui. Quand t'as parlé avec justesse, patron, des souplexes et tout ça, je ne m'attendais pas à ça du tout. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un brawl ultime, c'est-à-dire un coup de poing dans la gueule et puis point barre, quoi, que il ne porterait aucune prise, rien du tout. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il s'est fait balancer dans les barricades d'insécurité, ils ont été dans le public, les souplesses, les dives et tout. Enfin, c'était fou, quoi. Tu te dis. Et là, en fait, à qui j'ai pensé à ce moment-là? Eh ben, j'ai pensé à Sting. It's Sting, parce que Sting de l'autre côté, qui a 62 piges et qui fait des performances en ce moment king size. Bah, je me dis, la vache. Là, on a deux vieux là. C'est assez extraordinaire. Moi qui suis souvent très critique avec les très anciens dans le catch, et ben là, j'avoue que là, en l'espace de un mois, avec le pay-per-view AEW Revolution que j'avais reviewé avec Tao, avec la performance de Sting et là avec la performance de Stone Cold, bah écoutez, les vieux, respect, et c'est un membre de la tag team gériatrique de catch-up qui vous le dit. Et en tout cas, c'est comme ça que s'est terminé ce show, cette première nuit de WrestleMania totalement stupendous, avec son lot de surprises surprenantes ou lot de surprises pas surprenantes, avec finalement, une fois de plus, des catcheurs qui délivrent la marchandise sur parfois des cartes et des routes qui sont toujours un petit peu très critiquables. On est les premiers à critiquer. C'est vrai que des fois, on s'emmerde, on s'ennuie. On se dit, mais le WrestleMania arrive et qu'est-ce qu'ils foutent? On se demande un petit peu à quoi ils pensent. Mais à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, on se fait avoir. Les feux d'artifice, les décorums, les catcheurs qui viennent focus, les belles cartes, les belles surprises. Et puis, ce main event, évidemment, d'anthologie qui vient clore ce premier chapitre de WrestleMania.
C'est donc l'heure du mot de la fin. On va partager ensemble notre top, notre flop et votre note. Et Papy, je te donne la parole. Veux-tu bien nous partager ton top, ton flop et ta note pour cette première nuit de WrestleMania? Ah, ça va être pas mal ça. Le top, sans aucun doute, je le donne à Becky versus Bianca, qui pour moi était le gros main event de la soirée. On a suffisamment parlé entre les entrées et le contenu in ring. Et c'était aussi la rivalité qui était la mieux montée de toutes celles qu'on a eu lieu, celles qu'on a vues. Donc du coup, c'était le top pour moi. Il y a pas de discussion là-dessus à mes yeux. Pour le flop, j'hésite un peu parce que je le donnerais bien à l'opener, mais en même temps, je donnais sur une blessure, c'est un petit peu couillon de donner un flop là-dessus. Du coup, je vais le donner sur l'ordre de la carte, voilà, qui était un peu bizarre avec une montée en puissance au début, puis d'un coup, pouf, le gros top au plein milieu, puis après ça redescend un petit peu, et avec Stone Cold à la fin. Donc après, je pense que vu la qualité des matchs qu'il y avait, c'était compliqué de mettre en valeur un match plus qu'un autre, parce qu'ils étaient comme tous bons les matchs, et donc du coup, ma note finale là-dessus, c'est que c'était une grande nuit de WrestleMania. Moi, je pense que c'est le WrestleMania le meilleur que j'ai vu depuis, j'arrive pas à me souvenir quand. Et même en pay-per-view pur et dur, je n'ai pas de souvenir d'un pay-per-view aussi réussi depuis très très longtemps. Et donc du coup, je vais lui donner un bon 4 pour ce WrestleMania nuit 1. On a eu un bon Royal Rumble cette année quand même. Ah, j'ai pas aimé moi le Rumble. Ah oui, Ben c'est voilà, vrai. le clash. On en reparlera à la fin de l'année, on rendra les comptes et les coups. Tonton, il veut déjà chercher la bagarre, le tonton, la bagarre. On est là, apaisé ce soir, tonton, ok? Fous pas le bordel. Dis-nous plutôt ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. Ah, faut le calmer, lui, parce que lui, il cherche la bagarre. Il cherche la Attention, bagarre. hein. On en a vu des papis dans le ring ces temps-ci. Alors bon, en plus le papy il me pique mon flop alors. Ah, je sais pas, j'hésite du coup quoi parce que Les vêtements de Rollins, moi c'était ça mon autre flop. ouais, je pense que en deuxième option en fait, si je prenais un truc, c'est l'entrée de Rollins. Moi, je suis Ah, mais super. non, ça c'était mon flop, ça Comme ça, chacun aura piqué à l'autre, comme ça, c'est parfait. T'arrives en dernier et c'est Moi, à toi de te démerder. je piquerai dessus de Raphaël. Ouais, je vais piquer, je vais prendre du coup piquer ton flop et je vais prendre l'entrée de Rollins. Je suis assez surpris parce que c'est pas du tout quelque chose d'habituel avec Rollins. J'ai même envie de dire presque en weekly aussi quoi. Donc vraiment, j'étais interloqué un peu par cette entrée de cette Rollins. Ça aurait été vraiment ouais, je sais pas ce qui passait par la tête de tout ce qui est la production là-dessus, mais bon, c'est comme ça, quoi. Et puis, mon top, alors là, mon top, par contre, là, je vais rejoindre Papy parce que de toute façon, même si j'ai adoré les 40 dernières minutes de A à Z, je le donne quand même pour moi, ce qui effectivement était le main event de ce WrestleMania, même s'il était au milieu du show. C'était magique, c'était 5 étoiles. Becky versus Bianca, un grand match de catch, quoi, le plus grand match de catch tout sexe confondu depuis le début de l'année. Il y avait tout était là, le total package. Si vous voulez aimer le catch, peuple de catch-up et ceux qui n'en sont pas encore, abonnez-vous. Et il faut regarder ce Bianca versus Becky, quoi. Et ma note, ça va être une belle note, hein, parce que franchement, s'il n'y avait pas eu le finish un peu pérave de Charlotte Ronda, s'il n'y avait pas eu c'était pas loin de friser la perfection, quoi, hein, parce que vraiment, oui. je me suis éclaté pendant cette nuit 1, quoi. Parce que, en plus, c'est ce que je disais, même Drew McIntyre, Happy Corbin, ça a été des matchs assez rapides et tout, ça a été bien en termes d'intensité, avec Logan Paul, tout ça. Donc, on n'a jamais perdu le fil. Alors, j'imagine pour Papy, ça va être plus dur, parce que se taper les 4h10 de pay-per-view en live, c'est une autre paire de manches, mais moi, je l'ai vu dans les conditions où, voilà, je pouvais profiter à plein du spectacle, et donc, je vais lui mettre un 4,5 à cette première nuit, quoi. Ouais, allez, on y va, hein, c'est parti, hein. C'est parti pour un 4,5. Bon, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, mais c'est WrestleMania, donc c'est exceptionnel. Je vais lire l'avis de Raphaël. Eh oui. Ouais, yeah! Pas de place pour la censure. Voilà, Raphaël, celle-ci, elle est pour toi. Donc, Raphaël, qu'est-ce qu'il nous dit sur cette nuit 1? Il nous dit que dès l'arrivée de Boogs et Nakamura, quand même, malgré le peu d'excitation, vu la carte et la road, on est à WrestleMania. C'est un stade. Donc déjà, observateur, hein, Raphaël. Tac, on la lui fait pas. Il est immense, c'est beau, c'est magnifique. Début difficile, pauvre Boogs. Match de Drew, très anecdotique.
Les Mysterios et leurs adversaires ont vraiment lancé la soirée et le niveau a été excellent ensuite. Bravo Bianca et Becky, bravo KO et Stone Cold. Et le retour de Cody était un magnifique WrestleMania moment. Ouais. Top. On va le mettre au retour de Cody en American Nightmare pour ne pas se répéter sur les filles auxquelles mes camarades ont sûrement donné le top. Bien Bravo. Bravo Raphaël. Ouais. Et il est très fort au prono, on vous l'a dit. Il est très très fort. Son flop, c'est la blessure aïe 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 en direct de Rick Boogs. On pense fort à lui. Et oui, Rick, bon rétablissement à toi. L'année va être longue, mais accroche-toi, Coco, on y croit. Et sa note, c'est la même que Tonton, à 4,5 sur 5. La WWE prouve qu'elle sait assurer la marchandise et donner un produit d'excellente qualité avec le décorum, l'ambiance et résultats, le charisme, les stars. Il y a du niveau. Et oui, il nous dit merci en plus en direct. Il nous écoute, il nous espionne. WWE. Vive la WWE. Et quant à moi, Est-ce que tu notes pas la vie digitale aussi, tant qu'il y est? ah oui, alors Giscard, incroyable, oui, tu as raison. Incroyable, retour, Giscard, comeback retour de Giscard, on pensait l'avoir banni, mais non. Enfin, ça y est, c'était fini, c'était terminé, on avait changé les verrous, tout était ok, mais non, le mec a réussi à traverser la porte du studio. Ah, il nous a pas fait il nous a pas fait un top flop note, voilà, évidemment, il en fait qu'à sa tête celui-là depuis qu'il est plus là, depuis qu'on ne le voit plus, il en fait qu'à sa tête. Il nous dit en direct, Oli Cannelloni qui nous dit Oli Cannelloni, donc ça y est, les mots pleuvent, je regarde la nuit 1, je suis pas un amateur de catch féminin, ça on le sait, on se rappelle, souvenez-vous, Giscal déteste les femmes, c'est pas nouveau. Mais là, Becky Bianca, personne passe derrière ça qui nous dit personne, vous pouvez remballer pour ce soir. Comme nous, il dit la même chose. Il dit en plus, il nous dit salut les nazes. Donc le mec, non, mais il nous insulte. Il nous insulte. Possible, hein. What? Sauf que 4 minutes plus tard, il revient. What? Avec un emoji de Stone Cold et il dit si en fait on peut passer derrière. Putain, il est fou, cette nuit 1 est folle pour le moment, je trouve. Et c'est que la moitié. Quel enchaînement, bordel. What? Eh ben dis donc comment il parle, Giscal. Et vulgaire, hein. Alors là, un langage fleuri de la part de le mec a perdu la raison, quoi. C'est pour ça que vous ne l'entendez plus, hein, tout simplement. On peut pas se permettre. Exactement, on est un podcast sérieux quand même, quoi. On peut pas accepter des propos pareils, quoi. C'est indécent. Bon, allez, moi en ce qui me concerne, mon flop, je vais le donner à ce match-là. Ronda Rousey, Charlotte, qui effectivement non seulement était mal placée, mais manquait de beauté, on était à WrestleMania, les filles ont fait un peu le strict minimum. Eh ben, pour mon top, allez, je vais le donner aussi aux filles. J'ai hésité à le donner à Kevin Owens et Stone Cold, je suis vraiment content pour Kevin Owens, mais là, il faut quand même rendre aux filles ce qui leur appartient. Bianca et Becky Lynch nous ont offert tout simplement le plus grand match de la soirée, et un match 5 étoiles, tout simplement, un match 5 étoiles pour les filles. Ma note, pareil, je vous rejoins à 4,5 pour moi, on frôle la perfection, c'est incroyable ce qu'ils nous ont offert ce soir, WrestleMania, il y a tout simplement, écoutez, je pense qu'il n'y a rien à acheter, on était dans un truc, et puis une construction magnifique qui est montée quasiment crescendo jusqu'à la fin, la barre est haute pour la nuit 2, donc voilà, justice rendue, l'histoire est faite, magnifique première nuit de WrestleMania, messieurs, il va falloir enchaîner avec la deuxième nuit qui s'annonce également dantesque, ça va être assez incroyable, c'est pas pour rien que WrestleMania est le plus grand événement de catch de tous les temps. C'est l'heure de se quitter, je remercie Tonton pour sa présence et son analyse. Eh ben écoute, merci à toi, El Patron, j'ai la voix qui commence à se briser. C'était énorme, écoute, c'était magnifique d'avoir à faire cette review de la Night One, quoi, parce que vraiment on s'est régalé, c'était la régalade de bout en bout, quoi, et j'espère que vous serez des millions and millions à écouter cette review et que vous aurez kiffé autant que nous. Papy, merci à toi pour, déjà pour ton courage et ta ténacité, parce que tu as regardé le show en direct et tu es là aujourd'hui pour nous en parler. Merci à toi. Et oui, je suis un survivant. Merci à toi, le patron, pour cette review de la nuit stupendous que tu as venu de m'admettre. Et donc, on se retrouve très très bientôt là avec l'analyse de la deuxième nuit de WrestleMania 2022. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, une bonne nuit, un bon week-end, une bonne année pleine de catch. Salut. Salut à tous. Salut peuple de catch, baby!
Et Giscard, il a pas mis des spoilers de la WrestleMania Night 2, j'espère. Après, je sais même pas s'il sait qu'il y a de nuit, Giscard. Il est tellement à la ramasse.